Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Troisième d'une trilogie, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir. J'étais un peu essoufflé. Pas trop souvent, 3 fois de suite de même. Ah non, ça a bien été. Ça a bien été. Déjà, ça, DC Fandom, de toute façon, c'est un petit quickie là, qui était rapide. Oh oui, quickie d'une heure 20. un court épisode. Un court épisode d'une heure 20. Ensuite, on a suivi ça d'un autre court épisode d'une heure et quart. Fait que ce soir, on va vous faire 1h10, 1h15 encore. 3 petits épisodes. Non, mais c'est le fun parce que ça a redécollé puis on a vraiment l'impression que tout redécolle. T'sais, il nous manquait toute notre partie cinéma qu'on n'avait pas avec la COVID. Puis là, ben, ça paraît que ça ajoute du stock à parler. T'sais, on a été beaucoup comics pendant un petit bout de temps. Là, fait que ça fait du bien. Oui, effectivement. Puis même, il y a un bout de temps, c'était même difficile d'être sur le comic parce qu'il y a eu presque un mois et demi qu'on a eu sans rien du tout. Là. Non, ça a été assez tough. Là. Ça a été une période assez dry, on va le dire comme ça. Mais là, tout est reparti. Puis on va pouvoir voir si c'est meilleur à écouter d'autres choses que les productions Netflix. Ben, ça, c'est l'autre patente, hein, puis on y reviendra. Donc, gros menu aujourd'hui. On va vous parler, évidemment, de la BD Three Jokers qu'on a eu l'occasion de lire, d'autres plus rapidement que moi. Hey, j'ai réussi à passer en 8 minutes, c'est quand même pas pire. On va vous parler de Bill and Ted, Face the Music, c'est ça? Exactement. New Mutant, Tenet. On va aussi, juste avant qu'on décolle, des nouvelles de notre chum Jake Dion et du projet Alice. Ouais. Maudit que ça sent. Sorti en librairie le 29 octobre. Si vous êtes comme moi et Martin, vous avez participé au projet Ulule, possiblement début octobre. Oh, j'ai tellement hâte de le tenir dans mes mains et de le lire. Jake Dion, sa BD. Les deux. Les deux. Les deux ont l'air confortables. J'aimerais ça, l'enlacer comme ça. Non, sans blague, j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce volume-là. Et j'espère honnêtement que les Québécois vont répondre présent pour l'achat d'un livre comme celui-là, puis que la campagne va être assez agressive, puis que les gens vont se présenter, ils vont l'acheter, puis ils vont vouloir se le procurer. Ben, j'espère que la critique, ou même le monde qui va en parler, l'œuvre, on la connaît très bien d'Alice, ça a été réédité, c'est bien connu. On va réussir à passer par-dessus le côté hardcore, très sexuel de la BD, pour respecter encore qu'est-ce qu'était l'histoire. Oui. Ben moi, j'ai hâte de voir les modifications qui ont été faites. Jake a parlé plusieurs fois dans des entrevues qu'il a été obligé de réécrire des bouts avec Sénécal pour que ça fitte dans le format bande dessinée. Moi, l'art, c'est pas un problème pour moi. Ça, je suis convaincu déjà en partant là, que ne serait-ce que pour l'art, ça va être génial. Maintenant, j'ai hâte de voir les twists qu'ils ont fait à l'histoire, les compromis qu'ils ont faits, parce que, tu sais, adapter quelque chose, que ce soit à l'écran, en télé ou en BD, c'est pas toujours évident, là. Puis on va avoir assurément des points de vue différents parce que moi, j'ai jamais lu le bouquin de Patrick Sénécal, donc j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte de le lire, mais moi, je vais tomber comme fraîchement dans cette histoire-là. Et je pense que vous êtes toutes les deux des fans du bouquin puis de Sénécal en général, fait qu'on va avoir une approche différente. Ben, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir comment toi, tu l'as vu. Oui, comment moi, je le perçois. Puis comment nous, on a été choqués ou pas des changements qui ont été faits, mais vraiment, vraiment curieux, puis je pense que pour la BD québécoise, ça va être un jour important. Ben, oui, effectivement, juste par le format. C'est quand même une BD de plus de 200 pages. Ben, le format, par le contenu, qui est plus adulte, qui est plus proche de ce que les Américains font. J'ai hâte de voir l'accueil du public à ça. Puis là, c'est de valeur. Il va être amputé des tournées de Salon du Livre et ces affaires-là. En tout cas, on va essayer de donner le coup de main qu'on peut. Moi, je sais que du côté d'où je travaille, la radio commerciale, on va tenter au moins de donner une entrevue à Jake pour pousser le produit puis dire qu'il est disponible. Puis effectivement, ça va être intéressant de voir la réception, dans quelle tranche d'âge qu'il va réussir à aller chercher. On connaît du monde qui travaille dans la librairie et tout. On va pouvoir avoir des feedbacks sur qui va chercher le BD puis qui ça intéresse. Ça va être intéressant à savoir aussi. Puis il y a des gens, moi, que je ne soupçonnais pas qui lisent du Sénécal. Exemple, ma vieille tante que je salue, qui nous écoute pas, mais qui va à la bibliothèque puis se tape genre 2-3 livres par semaine. Et j'ai découvert à un moment donné qu'elle se tapait du Sénécal. Je serais vraiment curieux qu'elle se tape un graphic novel, tu sais. Ouais. J'aimerais ça qu'elle le fasse, tu sais. Ça serait peut-être la première fois dans sa vie où elle va réaliser que la BD... Parce que les Québécois sont là en passant. Alice va démocratiser la bande dessinée au Québec. J'aimerais ça. Parce que c'est peut-être la première fois que les Québécois vont se rendre compte que
c'est plus Astérix puis Tintin. Puis j'enlève rien là, à Alex Lenoir, puis à Il était une fois, puis à... Ça veut dire que tu... Axel Lenoir. Axel Lenoir, ouais, c'est quoi? C'est ça, je leur enlève rien, mais tu sais, c'est un style qui est plus proche de ce que les Québécois ont en tête quand on parle de BD que ce que moi j'ai en tête quand on parle de BD. Oui, effectivement. Mais j'ai bien hâte de voir ça. C'est quand même de plus en plus proche. C'est très, très proche. Puis, tu sais, quand je parle de BD, moi, avec les gens, puis je sais pas si c'est comme ça, vous autres aussi, mais tu sais, c'est Garfield, c'est Astérix, c'est Tintin, c'est toujours les mêmes référents qui reviennent, tu sais. On a beau baigner là-dedans, on a beau écouter des podcasts, on a beau en lire beaucoup. C'est pas vrai que les Québécois savent c'est quoi des graphic novels. Ouais. Pourtant, on a des super de bonnes maisons d'édition pour la BD, La Pastèque, Mécanique Générale, qui font... Mais je comprends ce que tu dis, c'est de la BD un peu plus adulte, mais peut-être moins fantastique. On tourne souvent dans des... Ça raconte l'histoire mondaine de gens qui sont aux études ou qui ont des problèmes à la job. C'est ça, puis j'enlève rien de Paul A. Oui, exact, ben, c'est ce que j'avais en tête. Là. Que moi, j'adore, mais oui, là, on va avoir quelque chose d'un peu différent. Là. J'ai vraiment hâte de voir la réception, puis vous pouvez être sûr qu'on va vous tenir au courant, puis on a bien hâte de lire ça. Bon, parenthèse fermée. Maintenant, j'ouvre une nouvelle parenthèse. C'est tombé comme une bombe. Ça, tu parles de la nouvelle en fin de semaine dernière. Je peux pas ne pas en parler. C'est tombé comme une bombe. Ça m'a coupé les deux jambes. J'y ai pas cru au départ. J'ai même été obligé de retourner sur Wikipédia pour savoir que c'était bien lui. Là. Ben, pas juste ça. Moi, c'est que j'ai appris les dates. Ah, les dates, on parle évidemment de Chadwick Boseman, décédé à l'âge de 43 ans du cancer du côlon qu'il combattait depuis les 4 dernières années. Depuis 2016, puis Black Panther date de 2018. Endgame, ça date de pas si loin que ça. Civil War, c'est récent 2016. aussi. 2016. Ça veut dire que, puis ça a été confirmé par la famille, il a tourné entre des séances de chimio puis des chirurgies. C'est hallucinant. Personne dans le casting le savait. En fait, personne ne le savait, point. Il y a comme eu 2 nouvelles. Un, il était atteint du cancer depuis 4 ans, puis 2, il en était décédé à l'âge de 43 ans. Et juste une petite parenthèse, vous dire à quel point les réseaux sociaux, c'est poison puis c'est de la merde. Il avait été victime d'intimidation au début d'année. À cause de sa perte de poids. Parce qu'il avait perdu du poids, oui. Arc! Ce sera pas long, veux-tu que je te parle de deuxième côté très malsain des médias sociaux? Ça faisait même pas 25 minutes qu'il y a des sites qui sortaient des nouvelles sur le plan B de Marvel. Est-ce qu'on va faire un Black Panther avec sa sœur? Comment Marvel va continuer avec un Black Panther mort? Arc! Screen Run l'a fait. Arc! IGN était sur le bord de poser la question aussi. Arc! On peut-tu respirer un petit peu, là, laisser le temps aux gars de mourir, puis faire notre deuil, puis après, on parlera là, des Il y a une chose, par exemple, que je peux vous dire dès maintenant. Effectivement, il y a une question de respect de la part de Marvel de ne pas recaster ce personnage-là, tant qu'à moi, dans le MCU actuel. À moins qu'on décide de tout rebooter, là. Actuellement, effectivement, si vous voulez rendre le plus grand hommage à cet acteur-là, vous allez laisser son personnage de côté avec lui. Ça frappe encore plus parce qu'il donnait l'impression d'être un acteur qui était comme dans son coming of age. Là. Black Panther, ça avait été comme le gros rôle qu'il avait mis sur la map pour tout le monde. Puis moi, je m'attendais à ce qu'on le voit de plus en plus dans des super productions. Là. C'est un acteur qui avait un super charisme, qui était comme dans la fleur de l'âge, puis le bang, qui part comme ça. Là, rien que l'année passée, il avait sorti, ça s'appelait Under the Bridge 21, le film avec les frères Rousseau encore. Mais il y a The Five Blood aussi, je pense qu'il est disponible le film sur Spike Lee sur Netflix. Sur Spike Lee sur Netflix. Je l'ai pas vu, l'avez-vous vu? Il paraît qu'il n'est pas fargeux. J'ai pas encore osé l'écouter. J'ai pas osé l'écouter. Bon. Ça m'a donné le goût de l'écouter, par contre. Là. C'est niaiseux à dire, mais comme je savais même pas qu'il y avait ça sur Netflix. Il avait fait aussi le film qu'il avait mis sur la map avec 42. Le 42, ouais. 42 de l'histoire de Jackie Robinson. Ouais, puis encore pire, c'est qu'il est mort la journée de la commémoration de la mort de Jackie Robinson. En fait, oui, parce que dans le baseball majeur, il y a une fin de semaine qui est dédiée à Jackie Robinson. Parce que tout le monde porte le numéro 42. Tous les joueurs portent le numéro 42 et c'était en fin de semaine, en plein dans la fin de semaine où il est décédé. Puis tu sais, ce matin, j'avais un commentaire dans mon autre vie où je disais Chadwick Boseman a fait plus que la NBA dans les derniers jours pour la communauté noire. Ce gars-là était l'exemple du positif. Puis de, tu sais, quand on a discuté la dernière fois que je vous disais là, que si vous voulez plus de femmes, mettez-les à des postes clés. Si vous voulez plus de diversité, donnez-leur les rênes de quelque chose. Puis faites pas juste tasser des personnages qu'on connaît ou inventer des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, Boseman, là, il était dans Black Panther, un personnage créé noir en 1966 avec un réalisateur noir, des scripts noirs, un cast presque à 95% noir. Et une musique qui respectait la communauté. Et il a fait $1 milliard worldwide. Tu sais, ça, là, c'était tout qu'un fait d'armes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, totalement.
Je pense que Black Panther, avec son film solo, a plus marqué le MCU que les 3 films de Captain America. Je pense que oui. Je pense qu'on peut aller jusque-là. Puis c'était un fucking beau film. Je l'ai réécouté en fin de semaine. Oui, OK. Enlève toutes les allégories et les ressemblances avec le Roi Lion. Ouais. C'est un très, très beau film. Mais tu sais, veut pas. Ça fait partie un petit peu de la communauté de l'Afrique. La culture de l'Afrique, ce genre d'histoire-là comme ça. Mais ça reste un film qui était magnifique, qui était super beau. Ah, la musique, la scène où il revoit son père avec Les panthères. Ah, c'est de toute beauté. Honnêtement, c'est un beau film. Le film avait une fantastique esthétique, puis il osait être lui-même. C'est souvent ce que je reproche aux films de Marvel, de tout passer dans le même moule. Lui, il était différent un petit peu. Ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Puis je trouvais ça cool de voir un film qui a cette portée-là, qui me donnait l'impression qu'il inspirait les jeunes. Tu sais, que c'était un film le fun, puis qui partageait un succès à l'écran avec les revenus qu'il a fait, mais un succès critique aussi, puis ça a comme rallié un petit peu tout le monde. En fait, ça transcendait. Moi, ça devient une belle image. C'est ça que je trouvais intéressant, tu sais, parce qu'il y en a des films qui sont faits par la communauté noire, puis des fois, quand tu es un blanc, tu l'écoutes, tu as l'impression que tu comprends pas tu comprends pas. Mais Black Panther, là, tout le monde tripait, là. Tout le monde était rassemblé, puis c'était une belle fenêtre pour toutes sortes de trucs. Moi, j'ai trouvé ça génial. Puis, tu sais, Boseman fait partie aussi de ces acteurs qui ont été aidés par d'autres acteurs noirs. Denzel Washington a payé pour sa scolarité du côté d'Oxford dans une école de théâtre. Tu sais, quand je vous disais des fois, là, ça prend plus des gestes positifs que des gestes négatifs. Tu sais, toutes les manifestations du monde ne sortiront pas les gens de la pauvreté ou ne feront pas émerger des talents. Par contre, quand toi, tu as la chance, tu sais, on parle du privilège blanc, il y a aussi le privilège d'être noir puis d'avoir réussi puis de pouvoir aider tes collègues. Tu sais. On doit tous aider la diversité à se construire elle-même, tu sais, par des actes positifs. C'est ce que Washington a fait. Il payait des scolarités à des jeunes. Et ça a donné Chadwick Boseman. En fait, l'important, c'est beaucoup de se conscientiser aussi puis de le voir, ce côté-là. Tu sais. Sans faire quelque chose, au moins pas faire partie du problème. C'est déjà une partie de la solution. Exact. Mais écoute, mort beaucoup trop jeune, 43 ans. Effectivement. Puis, tu sais, surtout, en plus, on va marquer la communauté. C'est la preuve, la marque de courage qu'il a faite. Parce que, tu sais, c'est pas des films où il était assis puis qu'il jasait, qu'il tournait, là. Non. Il mettait un costume puis il courait partout puis il faisait des chorégraphies de combat. Tu sais, je pense qu'il va remarquer une génération, lui, ce gars-là. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment. Puis, tu sais, le décès a fait l'histoire a fait la légende. Tu sais, je veux dire, si je vous parlais de Chadwick Boseman vendredi passé, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ben, j'aurais peut-être dit, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler de Black Panther 2, puis là, ça serait tombé, puis ça aurait fait Puis quand je dis rien d'exceptionnel, j'enlève rien à mais tout là, ce ça vient de cristalliser. Mais là, ça vient de créer une légende, une histoire qu'on ne pourra plus jamais passer aux côtés. Je pense que c'est important de le noter. Puis écoute, je sais que la famille ne nous écoute pas, mais sympathie à la famille. Qu'est-ce que je te dis? On te salue. On vous salue, effectivement. Puis pour Black Panther 2, je vous ai envoyé une vidéo, hein, ça glace le sang. Hein? Oui, effectivement, il y avait une entrevue américaine, je pense que c'était à la sortie de Endgame, où il y a une journaliste qui lui pose la question, elle fait comme, puis qu'est-ce qui se passe pour Black Panther 2? Et lui de répondre d'un air très triste et très sérieux, fait comme, je suis mort. Et là, la fille part à rire, puis le monde entend aussi, elle fait comme, non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec Black Panther 2? Il fait comme, non, je viens de te dire, je suis mort. Et lui faisait référence au personnage à la fin d'Infinity War. Ouais. Mais dans ses yeux, quand tu sais ce qui est arrivé, I'm dead. Puis tu le regardes, puis tu peux pas t'empêcher de dire, à ce moment-là, quand il donne l'entrevue, il le sait. Pour moi, il avait eu sa nouvelle, la phase 4. Il le savait, là. Sur une petite note positive, là, vous irez voir, je crois que c'est l'année dernière, là, il faisait le tour des hôpitaux pour justement aller voir des enfants qui avaient le cancer, qui étaient malades. Puis, tu sais, ce que ça évoque, c'est le super-héros qui va donner du courage à ces enfants-là. Mais regardez ça à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, de savoir qu'il était malade lui-même à ce moment-là. C'était pas rien que Black Panther qui réconfortait les enfants. C'était un homme qui était malade, qui partageait ce mal de vivre-là, puis il savait à travers quoi ces enfants-là passaient. Donc, ça devient encore plus puissant. C'est incroyable parce qu'ils ont tous l'habitude de faire ça à peu près. Oui, là, Robert Downey Jr. le fait. Mais là, ça devient plus gros encore. C'est fabuleux, tu sais. On pourra savoir s'il avait bien fait de garder ça secret ou pas, mais il a décidé de le vivre dans le privé. C'est comme ça qu'il voulait le vivre. Puis c'est ça aussi, la liberté, hein? Oui. Ben, d'une certaine façon, peut-être aussi qu'il s'est dit que lui, il avait comme un agenda, il voulait atteindre un certain niveau, que s'il avait dit ce qu'il voulait faire, il n'aurait jamais réussi à le faire. C'est très possible. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient pensé pour lui. Ben, possiblement qu'avec s'il n'y aurait pas aussi, même au niveau des docteurs, puis tout, s'il a réussi à signer des contrats sans dire à personne, ben, s'il a réussi à signer des contrats avec des clauses qui faisaient comme on l'accepte, puis on te signe quand même, c'est du sport parce que on voit que c'est un gars qui voulait marquer
sa génération. Il a tout fait pour y arriver. Puis la question qu'on va toujours se poser, là, ça ne sera pas la seule personne qu'on va avoir vu qui a eu un cancer, puis qui en a trop fait, puis qu'il n'y a peut-être pas de chance à ses rémissions aussi. Là. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il s'est probablement pas donné de chance. Mais écoute, Wakanda Forever. Il a fait ce qu'il voulait faire. Exactement. Voilà. OK, on parle de BD avant de tomber dans les autres sujets de films. Je vous ai fait lire, il y a quelques minutes à peine, Three Jokers de Geoff Jones et comment il s'appelle l'artiste? Fabok? Jason Fabok. Jason Fabok, et donc, qui est un artiste canadien. Un petit gars de chez nous. Petit gars de chez nous. Ça fait 5 ans qu'on attend ça. On en discutait tout à l'heure. Ça a semé cette idée-là dans Darkseid War, dans le temps du New 52. Lorsque Batman prend possession de la Mobius Chair, il devient omniscient. Et la question qu'il pose à la chaise, c'est qui est le Joker? Et la chaise lui répond, il y en a 3. Et depuis ce temps-là, c'est silence radio. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et on nous présente, quand le Black Label est décollé, que ça va être là-dedans qu'on va avoir les réponses. C'est encore repoussé. Après 4 ans, le premier numéro est sorti cette semaine, messieurs. Puis? Les dessins sont beaux. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est Geoff Jones, fidèle à lui-même. Là, ça se lit bien. J'ai eu du fun à passer à travers. Thématiquement parlant, j'ai trouvé ça intéressant d'amener les 3 Jokers avec 3 facettes de Batman. Jason Todd, Batgirl, Batman. Pour eux, Joker, ils représentent tout quelque chose. Je trouve que le scénario est bien ficelé. Là, les moments où, au début, on voit à toutes les fois les personnages se remémorent les traumatismes qu'ils ont vécu. Je suis pas sûr qu'on avait encore besoin de voir la mort des parents de Bruce Wayne là-dedans. Là. Pas juste ça. À m'amener, là, je pense que... Moi, tu vois, c'est on a fait le tour. La plus grosse critique que j'ai à faire à cette BD-là pour un premier numéro d'une série de 3 seulement. On a perdu beaucoup de temps avec des événements qu'on a déjà vus. Oui, que tout le monde connaît. Tu sais, je veux dire, Jason Todd, est-ce que j'avais besoin d'un 9 cases encore pour me montrer qu'il a été battu à coups de barre à clous? Oui, mais c'est pas juste ça, c'est parce que tous les accidents, que ce soit avec Batgirl, Barbara Gordon, que ce soit le Batman avec toutes ces altercations qu'il y a avec le Joker, c'est juste pour présenter 3 traits de personnalité différents du personnage, du Joker, pour dire qu'il y a un côté qui c'est le comédien. Le comédien, il y en a qui c'est le clown, puis l'autre c'est le criminel. C'est ça. C'est aussi qu'on voulait aller avec ça, c'est parce que veut pas, ces 3 traits de personnalité-là, c'est 3 traits du Joker. Et il faut jamais oublier aussi que le Joker est plus un symbole qu'une entité à peu près comme Batman. Ça fait partie du quelqu'un que tu vas voir selon ta perspective. Est-ce qu'on avait besoin de présenter 3 personnes différentes pour un symbole? Et l'affaire, c'est que, tu sais, moi, ça me dérange pas qu'on reste au niveau des symboles. Sauf que là, ils ont joué tellement avec les événements. Tu sais, je veux dire, là, Jason Todd, il est-tu mort, il est pas mort? Barbara Gordon est revenue, elle est pas revenue. Elle l'a-tu eu, elle l'a-tu pas eu? Elle est-tu paralysée, elle est-tu pas paralysée? Tu sais, c'est des événements qui, à travers l'histoire de DC, ont été retconnés une 15aine de fois dans le dernier 10 ans. Là. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en lisant ça, puis surtout à la lumière, on en parle, puis tu sais, je réfléchis à voix haute. Là, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui va être traité en continuité ou du stand-alone? Puis le fait qu'on passe beaucoup de temps avec les personnages comme ça à retaper ces grands événements-là, moi, ça me donne l'impression que ça va être du stand-alone. C'est pas nécessairement quelque chose qui va servir une nouvelle porte d'entrée, mais je le vois plus comme quelque chose que Geoff Jones voulait raconter par rapport à ça. Si c'est ce qu'ils font, je trouve ça correct. Ça dépend du statut du Black Label, parce que des séries prestige qui ont impacté la continuité, il y en a toujours eu. Tu sais, quand Jeff Loeb et Jim Lee se font offrir Hush, ils se le font offrir comme une mini-série. Oui, puis comme quelque chose qui va rester. Mais tu sais, je veux dire, est-ce que ça va impacter la continuité ou non? Ça, tu sais, ils prendront la décision après. Mais est-ce que dans le thinking du moment, Geoff Jones sait qu'il va faire quelque chose qui va toujours rester avec le Joker ou il veut rien raconter une histoire? Moi, j'espère qu'il veut rien raconter une histoire plutôt qu'ouvrir. Ouais, mais en même temps, Alan Moore a fait Killing Joke, qui n'était pas numéroté à l'intérieur de Batman. Puis on a passé les 30 dernières années à se demander si c'était canon ou pas. Ben, exact. Puis c'est pour ça que je te dis, ils le retconneront après ou non, c'est pas important. Une autre question que je me pose, c'est qu'au moment où on est, que ce soit avec Young Justice, que ce soit avec ce qui se passe avec Justice League, avec la mort qui est en train de se passer dans le multivers, qui est en train de se reconstruire, on sait que les univers parallèles se côtoient depuis longtemps. Est-ce que c'est 3 Jokers de 3 univers parallèles qui sont en train de se contrôler, qui savaient qu'ils existaient depuis longtemps puis qui ont monté des plans? Ben, tu vois, moi, j'ai eu cette pensée-là au départ avant de lire la BD. Puis après ça, quand je lis le style de Geoff Jones, c'est vraiment du terre-à-terre, là. On est dans le Batman détective. C'est ça, on n'est pas dans Snyder. Il n'y a pas de super pouvoir, il ne semble pas y avoir d'implication. Moi, j'ai vraiment l'impression que non, le Joker, c'est vraiment, depuis le début, 3 personnages différents qui sont coordonnés. Non, c'est un qui en a créé d'autres selon ses plans. Ouais, c'est ça. Il y a un originel qui n'ont pas encore osé dire. Oui.
puis qu'à chaque fois, ils créent un nouveau Joker selon leurs besoins, puis présentement, leur plan, c'est en train de créer un nouveau Joker pour ce qu'ils ont besoin de faire. C'est que la façon que la première BD finit, en tout cas, il faut que spoiler, là, si vous ne l'avez pas lu, vous êtes mieux d'arrêter le là. En tout cas, il y en a un qui manque un bout du cerveau, là, mais... disons que ça s'appelle 3 Jokers, puis que le prochain numéro va peut-être s'appeler 2 Jokers. 2 Jokers. C'est que la question qui va se poser à partir de là, c'est est-ce qu'on va prendre une série qui avait 3 Jokers qui vont en faire un blob, une fusion, puis on va recréer le Joker ultime? Ben, c'est très possible. Très, très possible. Tu sais, on prend le concept du 3 Jokers comme de quoi qui a existé, on le jette par la fenêtre en faisant comme moi, c'est une idée qu'il fallait qu'on extrapole, mais là, on va avoir créé le Ultimate Joker. Ou peut-être aussi qu'ils ont toujours été 3 et qu'ils seront 3 aussi. Ils viennent de s'en débarrasser d'un, peut-être qu'ils sont en train d'en apporter un nouveau et qu'il reste toujours une trilogie, puis peut-être qu'il y en a déjà d'autres qui sont morts dans le passé, puis là, ça expliquerait pourquoi, tu sais, tomber dans l'acide, lui, s'est pas relevé, ben, quand il y en a un qui part, il y a les 2 autres en créent un nouveau. Peut-être, je sais pas. Je trouve ça intéressant comme concept. Un peu, dans le fond, comme si c'était du clonage sans le clone. Exact, c'est ça. C'est comme une trinité, puis le fait de garder les 2, ça permet de transmettre, on va dire, l'expérience. Mais là, peut-être, mais c'est peut-être possible. Non, mais j'haïs pas ça. Puis tu sais, la tournure de Jason Todd, moi, ça fait des années que j'attends que ça arrive. Ouais. Tu sais, je veux dire, tous les auteurs l'ont abordé, mais sont jamais allés au bout de l'idée. Puis là, encore une fois, spoiler pour les gens qui veulent pas savoir ce qui se passe dans 3 Jokers, désolé, mais j'ai adoré, et ça c'est du pur Geoff Jones. Je sais ce que tu vas dire, puis je pense que c'est la même phrase que moi. Quand il tire, puis Barbara. Il dit à Batgirl... Dernière fois que t'as raté. C'est quand la dernière fois que t'as raté? Oui, parce que pour mettre en contexte, parce que t'as Red Robin qui a son gun, il fait tirer une balle dans la tête d'un Joker qui est attaché sur une chaise. Et là, t'as Barbara qui fait comme non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Au moment qu'il arrive pour tirer, tu vois Batarang qui passe, qui frôle le gun sans aucun impact, puis lui, il tire en plein dans la tête. Le Joker meurt, Barbara est en crise. Elle est en crise. Là, il chiale, puis il dit c'est quand la dernière fois que t'as raté. Il dit en fait, toi aussi, tu voulais ça. C'est ça. D'ailleurs, Barbara, c'est quand la dernière fois que t'as raté? Et là, elle tourne les talons, genre. Fuck, elle voulait ça aussi. Là. Mais c'est pour ça que j'aime la construction, parce que tout le long, ils l'ont buildé, cette rage-là que les personnages ont envers lui. Tu les vois, elle prend sa douche, puis elle voit les cicatrices. Jason Todd repense quand il s'est fait tuer. Batman, on le voit, mortifié. Ça, c'est la meilleure séquence. Ça, c'est la meilleure séquence. Tu vois chacun des vilains qui affrontent, qui laissent des traces sur son corps. Et c'est la façon dont il build, hein, parce que t'as un 9 cases, et genre, chaque rangée est un méchant. Jusqu'à ce que tu arrives au Joker où ça arrête plus d'être lui. Oui, tu comprends. Ils ont tous fait des grosses blessures, mais lui, il en a fait tout qu'un paquet. Plus, là. Puis après, Jean-Nic se pose la question pourquoi que Robinson va avoir une armure. Pour pas être magané de même, ça paraît mal en public. Ah, je ne crois pas que Reeves, en ce moment, se soit empêtré dans les raisons de l'armure. Okay. Non, mais moi, j'adore quand on montre Batman vulnérable comme ça, puis qu'on montre les signes du temps. Batman est à différentes époques. J'ai lu Batman Ego, dont je vais vous parler dans mon poison cette semaine, qui est un peu en début de carrière. J'aime ça quand on a le début d'un Batman qui est pas très expérimenté puis qui fait des erreurs. Après ça, tu as le Batman en milieu de carrière qui est juste au top de son potentiel. Puis là, j'ai l'impression qu'on est dans la séquence du Batman juste un peu avant la retraite de Dark Knight Returns. Là, là, le poids du temps se fait sentir, les blessures, son corps est meurtri. Tu sais même pas comment est-ce qu'il fait pour mettre encore un pied en avant de l'autre. Puis j'ai toujours apprécié ça. Puis l'ancienne génération qui pousse, il y a un sympathique dialogue là, avec Jason Todd. Red Hood est dans son char, puis là, ils sont en train de s'en aller, puis là, il dit pourquoi tu m'as pas dit que tu savais, non. Puis à un moment donné, Red Hood, il dit ton siège de Batmobile, là, il est mal ajusté puis il fait mal. Puis il a toujours mal été ajusté puis il fait tout le temps mal. On dirait que tu veux pas que quelqu'un soit assis dans le siège avec toi. Puis Batman, il le regarde comme en crise. Puis là, il dit, tu sais, non, là, tu te projettes, Jason. Mais tu sais, c'est très drôle qu'il pousse cette discussion-là. Puis tu sais, la génération future qui pousse un peu, il y a ça sur Batman, ça le rattrape. Là. Il y en a des kids, il y en a formé du monde, il y en a vécu des tragédies avec ça. Puis, ce monde-là ont des vies. Mais vous n'avez pas l'impression quand vous l'avez lu, ça vous a fait du bien, une histoire un peu plus terre à terre, une histoire. Moi, j'aimais ça, lire ça. J'ai fait comme. J'ai retrouvé le plaisir que quand j'ai lu Killing Joke, que quand j'ai lu Long Halloween, que quand j'ai lu Dark Victory, Ego, que j'ai lu récemment. Honnêtement, j'ai trouvé ça très poche parce que présentement, ce que je lis c'est de Batman que j'aime beaucoup, c'est Warren Ellis avec Batman Graves. Ça, c'est une bonne histoire de Batman. Ça, c'est juste de la spéculation de grand n'importe quoi. Non, fait qu'on a deux qui ont aimé ça, un qui a plus ou moins aimé ça. Mais tu sais, je vais attendre que ça atterrisse aussi. Là. J'en parle, j'ai aimé ça, mais tu sais, c'est une BD qui va dépendre beaucoup de ce qu'ils vont faire. Parce que moi,
J'aimerais ça que ça finisse avec beaucoup de points d'interrogation. Tu sais, quand on essaie d'expliquer les origines du Joker, on dirait que je suis pas dans ce qu'ils font de meilleur. Là. Le personnage est fait pour être un symbole, pas avoir d'explication. J'espère qu'à vouloir mettre des explications, ils vont se perdre encore plus. Exact, qu'on soit encore plus mêlés à la fin. Ça, j'apprécierais, mais on va voir. Puis, encore une fois, peut-être ça va être l'effet totalement contraire justement du Batman de Snyder puis Capullo qu'il y avait eu dans le Black Label, où au début, on avait l'impression que ça allait être bon, puis plus ça avançait, qu'on est arrivé dans le dernier numéro, on a fait « what the fuck ». C'était tellement mauvais. Peut-être qu'au moins, lui, il va commencer plus léger, puis qu'il va arriver sur un climax à la fin qui va être incroyable, puis ça sera pas justement le Last Night on Earth qu'on est arrivé à la fin, puis on a fait « oh, ça c'était terrible, hein, parce que le premier numéro, en plus, il y avait tellement de concepts. Le premier numéro était excellent, le deuxième, il amenait semi une idée, mais ça tombait vite à plat, puis on est arrivé sur le troisième, on a fait « ah ». Avec Superman qui arrivait au milieu de tout ça. C'était tellement pas bon. Mais on va lui laisser une chance. Moi, j'ai été probablement, puis je plaide coupable, séduit par l'art et deux par les dialogues de Jones qui sont encore autant sa coche. Là. Je veux dire, lire du Jones, c'est pas lire du Morrison ou du Schneider. Là. Ça coule. T'as l'impression que c'est écrit pour être compris. Là. C'est pas écrit pour ça te fucker. Là. Ça coule vraiment. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, c'est un 3 numéros. En espérant que les deux autres ne soient pas en retard. Puis en passant, si vous voulez faire toutes les covers, ça va vous coûter une beurrée. Là. Ils en ont fait un hostie de dégâts. Je pense qu'il y en a 10. En tout cas, le niveau d'ici, là, c'est on imprime moins, mais quand on fait des variantes de cover, on en fait 72. C'est terrible. Bienvenue dans les comics des années 96. Ouais, c'est ça. Ça a bien fonctionné, ça, dans le passé, dans le comic, de faire des tonnes de variantes. Exactement. Vous en parlerez à la gang qui ont créé Image Comics, qui se sont rendus compte que la bulle de spéculation a tué le comics des années 90. Non, c'est clair. Parce que 300 personnes faisaient la file pour acheter les 12 000 différents covers qu'il y avait, puis quand ils sortaient de là, ils avaient payé 3$, puis en sortant, ils valaient 10 cents. C'est terrible. Là. C'est la pire chose à faire. Là. Puis il y en a du variant là, pour le premier numéro. Là. Je pense qu'il y a un variant par Joker, plus un Batman, plus 2 autres variants, plus un normal, plus un... Écoute, ça je te dis, rendu là, même celui qui est sur le 1 centième, là, le 25e, il vaut rien. Là. Tu vas l'acheter 9 à 30$, il ne vaudra plus jamais 30$. Non, effectivement. Une alternative. Là. Il ne pourrait pas se limiter à 2. Là. Faire comme avec DC. Là. Tu fais ton image principale, puis c'est un truc d'horreur. On en fait une variante qui s'inspire d'un film d'horreur. Limite ça à 2. Ou encore, là, même si c'est quelque chose que j'aime plus ou moins, mais j'aime aussi parce que je les ai achetés parce que j'aime la durabilité de ça, le cardstock qu'ils font chez DC. Tu vas payer une pièce de plus, tu vas avoir un variant cover qui est vraiment beau, puis tu vas avoir, par exemple, une couverture qui est en carton. Oui, comme ils font avec Dead Metal, entre autres. Là, exactement, puis même avec les DC, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Là, effectivement. Ou moi, j'aime quand ils encouragent les comic stores. Tu sais, genre, vous avez un variant pour une sorte de comic store ou une partie, entre autres. Ça, je trouve ça quand même sympathique. Tu sais. Je me dis à la limite. Ou un foil. Là. Il y a eu un moment donné, il était tombé ses foils. Là. Dreamwave était très fort là-dessus avec Transformer, entre autres. Là. À m'amener, il y en avait tellement de foils que tu voyais juste rien. Ça avait l'air juste d'un miroir. Là. Un beau morceau d'aluminium. Exact. OK, avant de parler de Tenet, il y avait 2 autres films. Un qui est sorti en VOD, avec quelques salles, je pense. Effectivement, c'est très limité au niveau des salles. Bill and Ted Face the Music, 3e opus. Exactement. Donc, Bill et Ted sont devenus une trilogie, parce qu'on va parler quand même d'un film qui est sorti, à quoi, 189, le premier? Dans ces alentours-là, avec un Keanu Reeves qui était très, très, très jeune. Oui. Avec Alex Winter, qu'on n'a pas vu à grand place ailleurs par après. Lui, il a disparu. Non, hein. Donc, Bill et Ted, à l'époque, c'était un film où tu avais 2 adolescents qui allaient pocher leur secondaire, mais paraîtrait que leur musique allait sauver le futur en harmonisant l'humanité. Mais c'était 2 caves, donc un gars voyageait dans le temps pour les aider à passer leur secondaire. Donc, les tweets, on voyage à travers le temps pour passer leur exposé d'oral, leur exposé à la fin. Mais tu sais, c'est un film, c'est des films qui étaient basés sur pas juste des personnages qui sont ultra cons, mais aussi c'est merveilleux. Il y a du monde qui joue de la flûte. Alice! Merci! Bon, désolé. C'est du podcast en direct. Oui, on s'excuse. Donc, c'est merveilleux. On va-tu couper son montage? Non, malheureusement, j'ai pas l'intention de faire du montage. C'est ça, c'était que le principe des personnages, en plus d'être très con puis très stéréotypé, c'est que quand ils parlent, ils utilisent des mots de la langue morte anglaise. Donc, des mots que ça fait 200-300 ans qui sont plus supposés d'être utilisés, avec des bodacious, des bogus, tout ce que... C'est drôle, c'est simpliste. Ils en ont fait ensuite une suite, qui était encore plus cave, mais peut-être moins bon que le premier. Mais là, ils reviennent presque 30 ans plus tard pour un 3e, dont Bill et Ted Face the Music. Donc, on est rendu avec des gars qui frôlent la cinquantaine. Mm-hmm. Ben, ils ont vieilli. Effectivement. Puis on se rend compte que ce qu'ils ont fait à la fin du 2e, c'était l'apogée de leur carrière. Puis après, c'est devenu des gros losers.
Bon. C'est que, retour à la case départ. Ils sont revenus à la case départ. Donc, ils sont mariés, ils ont chacun une fille. Puis ça, c'est loser. Mais, surtout une fille. Ça avait eu des gars, ça aurait été correct. Non, mais, tu sais, le film commence, puis ils jouent de la musique dans le mariage du frère de Bill, qui marie la femme qui avait marié le père de son chum, qui avait marié son père dans le deuxième, puis là, qui marie son frère. C'est Missy a passé, tout ça, c'est que c'est... X-Men all over again. Je comprends plus. C'était comme un running gag dans le premier film. La belle-mère c'était Bill ou Ted, en tout cas, était relativement jeune, et genre, ils l'ont croisé au secondaire. Okay. Puis, ils sont tous les deux, ils la trouvent super cute, et dans le deuxième, elle se ramasse avec le père de l'autre. Puis dans le troisième, elle marie le frère de l'autre. Oh, OK. C'est que vraiment, possiblement que c'est une garce, on ne sait pas trop, là, mais en tout cas, c'est très drôle. Mais finalement, Bill et Ted 3, c'est drôle, c'est un film qui est ultra sympathique, mais c'est un film, je veux dire, avec ce qui se passe présentement partout dans le monde, que ce soit à cause de la pandémie, que ce soit à cause des manifestations, c'est un film que je pense que tout le monde doit voir parce que c'est juste un film sur un beau message. Dans le fond, ça parle du fait que c'est pas juste toi qu'il faut que tu sois excellent pour sauver le futur, c'est que c'est quelque chose qu'il faut que tu entraînes sur la génération suivante et ainsi de suite jusqu'au temps que l'humanité s'harmonise par elle-même. Donc, c'est un beau film sur un beau message qui est très drôle. La plupart des acteurs qui étaient dans le premier, que ce soit le père de Ted est encore là, Lamar, c'est le même acteur qui le fait. C'est qu'ils ont réussi à ramener tout le monde. Les filles qui avaient croisé dans le premier, qui ont marié, c'est encore les mêmes qui sont là. Tu sais, c'est un beau film, c'est ultra simpliste. Mais si je te donne un exemple, il y a beaucoup de comédies qui ont tenté le retour. Je pense à La Cloche et l'Idiot, je pense à American Pie, je pense Vacation. Comment? Vacation, oui, ouais. Je pense à... Est-ce que c'est un retour qui nous semble un peu, genre, réchauffé, pas actuel? Absolument pas. Parce que, tu sais, tous ceux que je t'ai nommés, là, m'ont déçu, là. Oui, mais c'est parce que Bill et Ted, c'est parce qu'il faut pas que tu le voies avec cette version-là, parce qu'il faut que plus que tu vois, il y a un film qui est comme un hommage au personnage, puis c'est une gang qui voulait le faire. Au niveau de l'humour, c'est pas trop forcé. Honnêtement, le voyage dans le temps, là-dedans, de la façon que ce qu'ils font, c'est mieux expliqué, puis ça tient plus que Tenet, qu'on va parler tantôt. Mais c'est pas forcé, c'est un film qui se veut simple. Donc, il faut pas que tu l'écoutes avec des ententes par comparer avec les autres. Il faut que tu l'acceptes pour qu'est-ce qu'il est. OK. Parce que, tu sais, quand on a parlé de Jay Silent Bob, on a tous trouvé que ça avait mal vieilli. Oui, mais même principe de Vacation, où que les jokes ont tellement été poussés que ça en était plus drôle. Ça avait mal vieilli aussi. Chevy Chase faisait pitié dans ce film-là. Mais j'ai pas encore vu Bill et Ted, j'ai hâte. Mais je sais qu'un truc comme Jay Silent Bob, on se le cachera pas, Kevin Smith, ça fait comme 10 ans qu'il est sa, on va dire 15, qui est sa pente descendante. Puis tu sais, c'était plus une passe à cash. Là, comme on a dit, là, Bill et Ted, c'est un projet de passion. Tout le monde qui sont venus sur le film. C'est parce qu'ils voulaient. Exact, c'est ça. Il y avait une raison. Puis honnêtement, c'est juste de voir Keanu Reeves, qui 30 ans plus tard, bouge encore comme dans le temps. Puis même Alex Winter, t'as l'impression que c'était hier qu'ils ont fait les deux premiers. Okay. Les deux sont pareils, parlent pareil, puis ils bougent pareil, mais ils ont la face des gars de 50 ans. Pour Alex Winter, c'était littéralement hier, la dernière fois qu'il a travaillé. Il était sur la PCU. Lui, après Bill and Ted, là, il a réalisé. En fait, il a joué dans un film qui s'appelle Freak, qui était supposé être comme son tremplin. C'était un espèce de film bizarre où il se transformait en espèce de mutant. C'est un truc atroce. Si vous êtes capable de mettre la main dessus, c'est un film qui est assez disponible à trouver, puis ça a presque tué sa carrière. C'est un film qui a coûté hyper cher, qui est bourré de ça a tué sa carrière, qui est parce pas que drôle, pas une seconde. Tu sais, il y a genre Mr. T qui joue là-dedans, puis en tout cas, c'est vraiment étrange. Une mauvaise idée des débuts des années 90, genre? Genre. Mais tu sais que lui, il était après Bill and Ted. Il était comme Keanu Reeves, là. C'était deux vedettes. Puis tu sais, lui, c'est le chemin qu'il a décidé de prendre. Il a travaillé avec... c'était MTV, je pense, qui était derrière ça. Reeves, c'est Clanche, je pense qu'il l'a... Non, avant Clanche, ça a été... Dracula. Ouais, mais Bram Stoker's Dracula, c'était en 92. Mais tu sais, à ce moment-là, je te ferais remarquer que c'était probablement le plus mauvais de la distribution. C'est Point Break avant. Ouais, Point Break, Clanche. Puis La Matrice par la suite. Là. Il a comme tout le temps eu des petits breaks, puis il est revenu avec... Ouais, effectivement. Parce que c'est pas le prince de Pennsylvanie qui l'avait mis ça à main. Non, assurément pas. Puis on va se le dire, dans Dracula, il était mauvais. Là. Ouais, je pense c'était le pire acting qu'il n'y a pas. Là, quand t'as le gars même pas capable d'avoir une émotion. Je veux dire, Dracula arrive avec un épée, il veut y trancher à la gorge, puis il fait comme... Oh. Ouais. Ça a tout le temps été ça. Là, jusqu'à ce qu'il devienne une légende avec John Wick. Là. Notamment même casté Martin comme Jonathan Harker dans mon adaptation de Dracula. Jamais. Ouais. Tu sais, le gars, il y a genre 7 ou 8 vampires tout nus sur lui dans le lit, puis ça n'a pas l'air à l'aimer plus que ça. Là.
Et, il s'est dit ce samedi soir, normal. Un samedi soir comme un autre. Et l'autre film, c'était un peu comme Three Jokers, un film qu'on pensait qu'on allait jamais voir. Les restants de la 20th Century Fox, avant que ça passe à Disney, The New Mutant, qui date de quoi, 2019, 2018? Il a été reporté 5 fois, ce film-là, ça date de plus de 3 ans. Et ça paraît-tu? Ça dépend. Ça à la même face que dans la 3e saison de Game of Thrones. Ah, pas vieilli. Non. Ouais, je pense que rien qu'en voyant les bandes annonces, on fait comme ouf, on le voit avec les acteurs. C'est comme, mon Dieu, puis c'est des ados en plus. Ça fait un petit bout. Ouais, c'est ça. Mais c'est-tu bon? Si tu compares ça à Dark Phoenix, c'est genre 300 000 fois meilleur. Ouf. Ouais, mais 300 000 fois 0. Non, c'est parce que Dark Phoenix était juste une catastrophe de A à Z, alors que malgré toute la charcuterie qu'il y a eu, dans New Mutant, ça s'écoute, puis au moins tu comprends à peu près ce que ça s'en va. Sauf que le film qui a été réalisé, c'est par M. Josh Boone qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Et probablement ne refera plus grand-chose non plus. Là. Pour moi, il n'osera plus jamais sortir en public, ce gars-là. Quel film est sorti? Il a effacé son Twitter, je pense. L'affaire, c'est que il faut que tu te mettes à sa place. C'est comme si tu avais fait de la marde, puis que tout le monde réclamait de voir ta marde, puis que pendant des années, tu as réussi à pas montrer ta marde, puis là, ta marde sort. C'est parce que... On vient de leur remettre, ça. Parce que le film, j'en parlerai pas longtemps, je vais faire ça très, 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 très léger. Là, dans le fond, là, ça parle de... Il y a Sam Guthrie là-dedans qui est Cannonball dans X-Men. T'as Iliana Rasputin qui est Magic. On fait aucune référence que c'est la sœur de Colossus. C'est totalement oublié. T'as Roberto D'Acosta, que lui, c'est Sunspot. Ça a été une hostie de marde. Encore un beau whitewashing. Le gars, il avait pas tout à fait la bonne couleur. C'est un latino très, très, très blanc, puis il manquait un petit peu de brun sur sa peau. OK. C'est que ça n'a pas beaucoup aidé un film qui était parti dans le mauvais côté. En partant. T'as René Sinclair qui est Wolfbane, qui était joué par Macy. J'ai l'impression qu'on lit les castes de Suicide Squad. Mais tu sais, c'est parce que... Tous ces héros qu'on n'a jamais entendu parler. Si t'as jamais lu du New X-Men, effectivement. Ouais, comme le 3/4 du monde. Puis le personnage qui est principal dans le film, c'est Daniel Moonstar, qui est Mirage. C'est que dans le fond, t'as une fille qui, dans sa réserve, c'est une Cheyenne, Daniel Moonstar, où ce que ça arrive au début, où ce que sa communauté Cheyenne se fait tuer au grand complet par possiblement une tornade. Okay. Elle se réveille dans un hôpital, puis t'as un docteur qui est là, qui essaie de la traiter parce que il traite des mutants normalement dans cet hôpital-là. T'as toutes les fous que j'ai nommées qui sont dans l'hôpital, qui disent on est en prison, puis on ne peut pas sauver des sites. Puis t'as le docteur qui fait des séances de psychologie avec les enfants. OK. On a une prémisse d'un film d'horreur normal. Ouais, genre, mais qui se passe dans l'hôpital. Un peu ce que Logan avait fait avec X-23. Parce que ça se passe exactement dans le même univers que Logan, parce que je vais en revenir tantôt, c'est que les flots qu'ils essaient de sauver, tu te rends compte qu'il y a un champ de force, puis c'est la docteure qui écrit. Mais là, plus ça avance, les flots, ils ont des cauchemars qui sont très horrifiques. Tu sais, on voit le côté qui est exposé de 16 ans plus qui arrive, mais qui n'est pas vraiment expliqué. Tu sais, comme Magic, elle a des rêves d'un genre de Slenderman qui apparaissent partout, sont vraiment pareils. C'est exposé de rapport à son enfance, mais on ne l'expliquera jamais. OK, ça a été charcuté. Parce que ça a été charcuté. Sam Guthrie, il va y avoir des cauchemars aussi, où ça aussi, ça ne sera jamais expliqué. C'est que chaque enfant a des cauchemars qui arrivent, puis c'est très, très, très survolé. Mais finalement, c'est parce que Daniel Moussard, son pouvoir mutant, c'est qu'elle rend les peurs du monde réelles. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mirage. C'est elle comme la semi-méchante le long du film, jusqu'au temps qu'à la fin, ils réussissent tout à se sauver et à combattre là. Mais je vais te dire, ce film-là, vu qu'il n'y a rien qui est expliqué, le film dure 1h30. OK. Quand tu sors de là, tu as l'impression d'avoir écouté le premier épisode d'une série TV. Ça fait que tu as le concept, on est dans une asile psychiatrique, le monde réussit à se sauver de façon bizarre, puis il commence à se connaître là en faisant comme en réussissant à se sauver. C'est comme, wow, on est une gang, on est ensemble, on réussit à se sauver et nos aventures commencent. Générique. Et que ça me tente pas de voir ça. Ben, je trouve la prémisse intéressante quand même parce que là, t'en parlais puis ça me faisait penser à Nightmare on Elm Street. Celui genre avec sauf qu'à chaque fois que ça qui sont dans l'asile. Oui, Dream Master. Dream Master. Mais effectivement, Dream Warrior. Il y a plein de bonnes idées, mais vu que c'est 13 ans et plus, à chaque fois que l'horreur embarque, c'est coupé. Ouais, parce qu'ils voulaient le mettre PG-13. Puis vu qu'on connaît pas les origines des personnages, ça fait comme très charcuté. Puis quand t'arrives à la fin, c'est là où l'histoire devrait commencer normalement et ça fait générique. Et pourquoi tu dis que ça a un lien avec Logan?
Parce que l'école où ils sont, c'est une docteure qui est engagée par Nathaniel Exes. Puis si le monde, une fois qu'elle a réussi à traiter de pouvoirs mutants puis à les faire contrôler pour les enfants, il l'envoie où ce que X-23 était traité. OK. Tu sais, où est-ce qu'ils prennent les mutants puis ils les entraînent pour devenir des assassins. C'est leur club école. C'est leur club école. Ça fait qu'elles autres, ils traitent les mutants pour jusqu'au temps qu'ils comprennent leur pouvoir et sont capables de les contrôler. Puis après, ils les envoient s'entraîner pour devenir des assassins à l'école de Nathaniel Exes. OK. C'est que ça se passe à peu près au même moment que X-23. Ah, ça, c'est intéressant. Ça aurait été intéressant si cet univers-là tenait encore. Là. Ben, si l'univers aurait continué. Parce que là, c'est fini. Il n'y a rien qui va sortir de là. Ben, là. effectivement. Puis, tu sais, Make Us War, le film, c'est 20th Century Studios qui est écrit. Là. Ouais, on est vraiment rendu là. C'est vraiment la fin. C'était une excellente idée. Tu sais, l'idée que c'était un des personnages qui apportait les cauchemars, qui a causé tout le problème, mais le film est chez charcuté. Il n'y avait pas de budget. En fait, c'est que c'est comment je pourrais dire ça? Tu sais, je veux dire, c'était dans la lignée de Deadpool, Logan, de faire des films différents. C'était le positionnement de 20th Century Fox avec sa franchise. Puis ça est arrivé à un moment où, malheureusement, la business s'est insérée là-dedans. Effectivement, parce que je te dis... Pas dans le parce que de l'idée de base est excellente. Fait que ça aurait été un bon film si c'était sorti au moment où ça devait sortir. Effectivement, puis tu y rajoutes une vingtaine de minutes de plus pour travailler un peu plus les personnages, tu rajoutes un peu de cash, parce que, je vais te dire, Magic, qui est joué par Anya Taylor-Joy, là, à la fin, elle décide de torcher là, le monstre final à la fin. C'est fucking awesome. Mais les autres mutants, là, à côté, c'est... Parce que moi, j'adorais ce thinking-là, dépendamment de ce que tu vas m'en dire, parce que je t'ai jamais parlé de ça, mais moi, le repositionnement que 20th Century Fox avait fait avec ses franchises, je trouvais ça génial. Moi, Logan, je considère encore aujourd'hui que c'est un des meilleurs films de super-héros. Là. C'est un de mes préférés à tout le moins. Là. Puis si on fait abstraction des derniers X-Men, là, comme Dark Phoenix puis Apocalypse, quand ils ont remis ça à map avec First Class, là, ça a reçu un succès. Puis tu sais, je veux dire, X-Men 3 est à peu près détesté par tout le monde. Oui. Puis là, ça a comme ramené les X-Men sur la map. Puis je pense que Disney, ça les faisait chier un peu là, que la franchise en reprenne du galon. C'est sûr, parce que à chaque fois que la franchise prenait du galon, ça les éloignait de récupérer les droits des personnages. Puis tu sais, Deadpool, ça a dû les faire chier encore plus. Là. Ben, pas juste ça, qu'un personnage aussi vulgaire et violent réussisse à faire autant de cash. C'est un problème pour eux autres. Ils seront jamais parce que les autres sont payés cette franchise-là, puis Ryan Reynolds. Ah, ça doit tellement les Tout faire le monde chier, les écœure pour avoir un Deadpool 3, mais eux autres ne peuvent pas s'embarquer là-dedans. Ils feront jamais ça. Ils ont tellement dit non à tout le monde. Imaginez 2 secondes Endgame avec un Deadpool dedans. T'sais, comment ça vient péter genre leur modèle, ce qu'ils font d'habitude. Puis même s'ils décidaient de garder cet univers-là en parallèle, ils ne seront pas capables de le faire vivre. Là. D'abord, ils n'ont aucun intérêt à avoir 2 univers en parallèle. Non, il faut que tu l'alimentes. Deadpool, il y a le fun un peu aussi à plugger genre les X-Men, puis montrer qu'il y a des liens, puis en rire un petit peu. Marvel fait beaucoup d'humour, mais ne rit pas de lui-même. Les personnages se moquent pas. Là. Jamais. C'est sérieux. Jamais. Puis tu peux pas imaginer un Deadpool PG-13. Là. Ben, ça, à un moment donné, il faudra peut-être qu'ils se reposent des questions. C'est parce que quand les cinémas vont rouvrir et ils vont avoir besoin d'argent, là, t'en profites puis t'en fais un dernier avec justement le 20th Century Studios. Tu fais des dernières jokes qui restent avec l'univers de la Fox. Puis tu closes ça, puis tu n'en veux plus jamais Deadpool. Mais tu fais un dernier coup de cash. Ben moi, je pense que ça en prend un dernier. Là, ça prend un dernier coup de cash parce que ce personnage qui va être facile à rentabiliser. Et quand le monde va voir des films, ben Deadpool, ça va faire partie du monde que le monde va en voir. Il y a un culte fan aussi autour de Deadpool. C'est pas vrai que les gens vont s'empêcher d'aller voir un Deadpool. Mais encore une fois, l'autre problème, c'est qu'avec Disney qui se retire du physique, c'est un film qu'ils ne pourront plus jamais revendre par après. Non, en plus. Parce qu'ils ne le mettront jamais sur leur plateforme. Non, jamais. Ils peuvent pas faire ça. C'est parce que moi, je vais toujours avoir le problème. Moi, maintenant, je suis pas mal rendu sur 4K et compagnie. Ça fait que si tu me dis que je viens de sortir tes films en Blu-ray, si tu les sors, tu commences à me perdre un peu. Puis tu sais, autant on peut dire que le deuxième était pas très bon, j'ai quand même fucking ri tout le long pareil de Deadpool. Là. C'était moins bon. C'était moins efficace. Ah, mais Black Tom, il était-tu blanc ben noir? C'était du whitewashing aussi, ça? Je me souviens pas, mais je me souviens juste de la passe des parachutes, puis j'en ris encore, genre. Ah, avec Brad Pitt qui est mort? Ah, c'est que c'est drôle. C'est tellement drôle. Hey, son meilleur ami, c'est quoi? Il s'appelait Peter? Comment est-ce qu'il s'appelait Peter? Peter, c'est là, il est mort. De avec la moustache, ça n'a pas de bon sens. Il est revenu dans le temps pour le sauver à la fin. Oui, il a pris le temps de revenir dans le temps pour le sauver. Moi, ça m'avait bien fait rire. T'sais. C'était un gros ramassis de n'importe quoi. Il n'y a rien qui se tenait. C'était moins efficace que le premier. Mais c'était fucking drôle pareil. Oui. Je l'ai ri pareil. Puis j'ai eu du plaisir pareil. Donc oui, j'aurais aimé ça en avoir un troisième. Mais je pense pas que... Je suis un peu d'accord avec toi. Je suis pas sûr qu'on va le voir. Bon! Tenet.
Y a-t-il quelqu'un qui est allé voir c'est qui faisait la musique finalement? C'est le même qui a fait Black Panther. Black Panther, exact. Okay, ouais, c'est le même. Et, un nom suédois. Ouais, et qui clairement a eu des influences de Hans Zimmer et sa seule note. Là. Non, mais j'ai l'impression que c'est Christopher Nolan qui réalise un film, il demande à un gars qui fait sa musique pas plus que 2 notes. Si t'es chanceux, je t'en laisse une 3e. En plus, ben non, mais il a été chanceux dans tes notes parce qu'il avait le droit à 2 notes plus une à l'envers. Ouais. On embarque direct dans le trame sonore. Ben, on peut y aller. On va parler de Tenet, nouveau film de Christopher Nolan. Moi, je l'ai fucking adoré, la trame sonore. Ah, mais avant de parler du film, oui. moi, j'ai regardé ma blonde pendant le film, puis j'y ai dit, c'est ma trame sonore de Hans Zimmer préférée à date. Puis là, elle me regarde comme avec le sourire, elle dit, je pense que c'est pas Zimmer qui l'a fait. Mais je vais dire comme les autres, on sent les influences. Tempête. Martin, ça faisait 10 minutes que le film a commencé. Martin Barreur fait comme, je suis plus capable des 2 notes de Zimmer. J'ai fait, non, c'est pas Zimmer qui est celui. C'est que finalement, le problème, c'est Nolan dans ses films. Nolan, c'est pas Zimmer. Ouais. Mais c'est vrai que la musique, tu sais, est efficace, par contre. Je dois donner ça, là. Tu sais, c'est pas de la musique que tu réécoutes, mais que quand le film... Tu sais, t'as toujours 2 types de musique. T'as la musique qui accompagne un film, puis qui est bonne juste quand t'écoutes le film. Surtout, t'as une musique qui a été écrite puis composée de façon assez intelligente pour fonctionner avec le concept du film. Exact. Ouais, c'est un palindrome. Exact. Puis t'as la musique qui transcende le film, que tu peux te retaper. Tu sais, exemple, le thème de Superman va toujours être bon. Peu importe, film ou pas. Mais j'aimerais bien qu'écouter la trame sonore tout seul, puis à l'oreille dire, OK, ça c'est à l'envers. Ah non, ça c'est le bout qui est à l'endroit. Tu sais, le challenge, j'ai écouté une musique, puis non, ça, ce bout-là, il est à l'envers. Mais on le sentait là, dans la trame sonore. Il y a des moments où, puis là, à un moment donné, je dis à Sophie, check, mettons, là, on est à l'envers, ben, la trame sonore est à l'envers. Puis là, il joue avec ça, puis j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que tu l'entends à l'oreille. Je pense que ça mérite d'être analysé, puis il y a du monde qui vont se faire un plaisir de le faire, mais tu le sens qu'il a joué. Tu sais que le souci du détail est là. Mettons qu'un mélomane avec une oreille qui est bonne sur la musique, il devait avoir un beau fun là-dessus. Bon, revenons maintenant sur l'essentiel, Tenet. Je vais vous dire rapidement ce que j'en pense, vous en direz ce que vous en pensez après. Très rapidement, là, je trouve que Nolan est un peu jeune pour se rendre hommage à lui-même. OK, je vais y aller avec la mienne. C'est que moi, ce que j'en pense, c'est que Nolan se pense plus brillant qu'il l'est. Puis le deuxième point, c'est exactement le même que toi, c'est que quand tu es au début de ta carrière, d'une certaine façon, oui, tu as réalisé beaucoup de films, mais quand tu as l'impression de voir des séquences de tes autres films précédents à travers, ouch! Ben, ça prend une certaine stature pour faire ça d'habitude, là. Moi, j'ai trouvé que Nolan avait réalisé son James Bond, mais c'est pas un bon James Bond. Ben, commençons par le début. Tu sais, le concept est écœurant. J'ai adoré le concept. Ben, je sais que toi, tu as peut-être de la misère. Tu me parlais du time travel, tu avais de la misère. Ouais, j'en parlerai tantôt. On parce que... Mais moi, j'ai aimé le concept, là, de la façon que c'est construit. J'ai aimé le dénouement, de la façon dont on répond à toutes nos questions. Puis c'est un tout. Là. À la fin, tu comprends, puis tu fais comme ah, wow. Sauf que j'ai trouvé que, c'était pas le film le plus accessible pour repartir le cinéma. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de madames qui vont sortir du film avant la fin. Là. De madame. Puis de monsieur qui vont sortir avant la fin du film, comme j'ai vu dans Blade Runner 2049. C'est sûr qu'il y en a qui ont saigné du nez. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, c'est sûr. Puis même moi, durant le film, je vous l'ai dit, à m'amener, j'ai fait comme je suis pas sûr, je comprends tout. Ce que j'ai apprécié le plus du film, moi, c'est ce que toi, tu n'as peut-être pas aimé, Jean-Nic, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était un excellent James Bond. J'ai adoré tout ce qui était James Bond-esque dans le film. Et le fils de Denzel Washington est une découverte incroyable. Et Kenneth Branagh qui fait un méchant, il était tellement bon que je ne l'ai pas reconnu. Tous les acteurs travaillent avec pas grand-chose. Moi, c'est le plus grand... OK, je vais clarifier mon idée. Là. Mm-hmm. J'ai adoré ça. Et je trouve que c'est un super film. J'ai trippé dessus. Mais c'est loin d'être le meilleur Nolan. Puis je suis même pas sûr qu'il serait dans mon top 3. Mais j'ai vraiment aimé ça. Mais les défauts sont comme trop gros pour que je l'apprécie totalement. Ce que je vais dire sur le casting, là, c'est A1. Puis Washington en particulier, là, il est charismatique comme ça. Pas de bon sens. Il bounce avec Pattinson. Mais c'est le scénario le problème. Ils n'ont rien avec... Pas le scénario. Parce que l'histoire est bien ficelée. Les dialogues. Les dialogues, parce qu'il y a trop de scénarios. En fait, la profondeur des personnages. Encore une fois, là, Nolan, là, quand il fait des bons films, habituellement, c'est son frère qui les écrit. Là, on est un Nolan, là, on disait que la musique, on sent son influence. On sent son influence partout. Il contrôle le film de A à Z. Et c'est le défaut. Il n'a pas été capable de faire un personnage de femme intéressant. Je veux dire, c'est rien qu'une fille qui sert à être sauvée avec un enjeu numéro 1 qui est un enfant que je me disais, ça va nous rattraper. Ça va être Pattinson quand il est plus
plus vieux, il va voyager dans le temps, il va avoir quelque chose parce qu'il n'arrête pas d'en parler de cet enfant-là. On le voit pas. Le scénario, là, ça tient sur une napkin pour la profondeur des personnages. C'est le plus gros problème. Mais l'enfant, justement, c'est la toupie ou la bague de Inception. C'est la question sans réponse. Est-ce que c'est Pattinson? C'est pratiquement sûr et certain ça, mais vu que tu n'auras jamais la réponse, tu auras toujours un doute. Parce que moi, j'ai toujours pensé que Nolan, lui, son plus grand fantasme au niveau de la réalisation, là, c'est la finale de Blade Runner. C'est le film où tu finis, puis tu n'auras jamais la réponse. Puis je pense que lui, c'est quelque chose qui l'a marqué, puis il essaie de mettre dans tous ses films. Il l'avait réussi dans Inception. C'est super cool. Puis, tu sais, il n'y en a pas de réponse finale. On peut avoir plein de théories, mais c'est cool. Ça joue avec les deux. La toupie est-tu tombée? C'était-tu la toupie qui était son objet? Dans de Prestige. À la fin, le gars, Hugh Jackman, c'est-tu encore vraiment lui au nombre de fois qu'il s'est tué? Ouais. Mais sauf, on a une réponse, mais là, ça devient, c'est-tu encore réellement lui? En fait, je vais vous poser une question. Je vais mettre ça très gras pour que les auditeurs comprennent, puis vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Est-ce que Nolan, en vieillissant, est devenu un peu comme M. Night Shyamalan? Non, parce qu'il fait de l'argent avec ses films, puis qu'on a encore du fun à les écouter. Je t'ai dit que ça allait être gros. Mais ce que je veux dire, c'est que rapidement, dans la carrière de Shyamalan, il s'est rendu hommage à lui-même, là. Puis il a essayé de topper ce qu'il faisait. Où j'avais l'impression que quand il a fait son premier film, là, il n'est pas allé au bout de son rêve, un peu comme George Lucas, là, puis il est toujours en train de revisiter la même idée. Quand j'écoutais Tenet, là, je me disais, c'est-tu parce qu'il n'a pas réussi Inception? C'est-tu parce qu'il n'a pas réussi Interstellar? Non, c'est parce que lui, ce qui arrive, c'est que dans son schéma de réalisation, son objectif, c'est toujours de travailler avec le temps puis de reconstruire une histoire en la débâtissant. On le fait avec Inception, parce qu'Inception, c'est une histoire qui se construisait, qui suivait, mais c'était la vitesse temporelle qui changeait. Une histoire dans une histoire dans une histoire. Mais le temps changeait, puis devenait de plus en plus lourd en réalité. C'était que ça réussir à monter une histoire avec une accident de char qui flippe, puis plus descend, plus il peut se passer de temps là-dedans. C'est que tout était contrôlé sur le temps, mais sur un temps qui était sur une ligne continue. C'est ça. Qui est arrivé avec Dunkirk. Il a voulu prendre une histoire qui était en continu. Il a essayé de la déconstruire pour faire une histoire qui se suivait, mais avec des événements temporels qui ne se suivaient pas, pour arriver à un climax total. Puis la musique qui essaie de rassembler le film, parce que même dans Dunkirk, la musique était super importante parce que la musique reconstruisait le film en même temps. C'est que ce gars-là, il a toujours été passionné, puis c'est vraiment la ligne de temps, la déconstruire puis la travailler. Puis en arrivant avec Tenet, avec le voyage dans le temps, avec le temps reverse, dans le fond, qu'on va parler tantôt, il est arrivé à l'apogée de son fantasme de réalisation, mettre le temps à l'inverse et en continu, puis le tout s'entrecroise en même temps. Ouais. C'est un fantasme de réalisation de fucker le temps, puis de voir s'il est capable de monter une histoire qui suit là-dessus. Et ça, c'est son apogée. Puis là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il va réaliser par la suite? Pour moi, il va retourner à des films plus normaux à l'abandon. Probable. Mais tu sais, l'affaire, ce qui est intéressant dans Tenet, c'est que il nous donne quand même le conseil au début du film, là. Tu sais, je veux dire, il nous explique, voici ce que vous allez voir, voici comment ça va se passer. Vous avez déjà probablement deviné que tout ce qui se passe, vous allez avoir la réponse à l'inverse à la fin du film. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de comprendre, ou encore que vous décrochez, ou que votre cerveau commence à brûler, ressentez le film puis laissez faire le reste. Ouais. C'est ce que le personnage dit de la femme, là, l'espèce de scientifique dont on ne se rappelle pas du nom. Là. C'est un peu le conseil qu'elle donne. Puis moi, c'est le conseil que j'ai pris dans le film, parce qu'à un moment donné, rendu à cette scène-là, je me disais... Oh boy, il y a peu ou pas l'explication, puis on est déjà rendu à 30 minutes dans le film. C'est parce que l'explication, en quelque sorte, si tu me laisses 30 secondes pour expliquer le principe du bootstrap paradoxe qui est utilisé dans ce film-là, c'est que dans le fond, si je vais donner un exemple qui est très très simple à comprendre en écoutant parler, c'est que mettons que quelqu'un qui sonne à la porte un matin chez vous, tu vas ouvrir la porte, il y a une boîte à ta porte, il n'y a personne qui est là. Tu ouvres la boîte, il y a un livre sur comment construire une machine à voyager dans le temps qui est dedans. Tu dis, OK, tu prends le livre, tu l'ouvres, c'est comme, Chris, je serais capable de le faire. Mais ça te prend 10 ans à faire la machine à voyager dans le temps. 10 ans plus tard, tu réussis à faire, à part, à marche. Et là, la question que tu as toujours en tête, c'est qui m'a donné le crise de livre? Tu regardes le livre sur la bibliothèque, tu fais comme, c'est-tu moi qui me l'ai donné? Tu retournes 10 ans dans le passé, tu te donnes toi-même le livre. Oui, ce qui est un classique du voyage dans le temps. Effectivement, sauf que là, tu arrives sur le chemin, sur le paradoxe, c'est comment c'est possible? Parce que le livre doit être écrit une première fois. Exactement. Qui a écrit le livre? Donc, c'est toi? T'es venu te l'emporter. Ça fait que qui a écrit le livre la première fois? Tu n'as pas ta réponse. Donc, au niveau mathématique et philosophique, c'est un paradoxe qui n'a jamais eu de réponse. Et ça, il n'y a pas besoin de l'avoir. C'est un loop.
la question et la réponse? Ben non, c'est impossible parce que personne n'écrit le livre. Ça fait que le livre ne peut pas exister. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Mais c'est un peu ça. C'est ben les œufs, mais c'est c'est un loop. Là. Ça fait que c'est un paradoxe. la prémisse du film, c'est que c'est pour ça qu'elle dit « essaye pas de comprendre pour C'est rien ça. ». Parce que tu n'auras jamais de réponse. Parce que le futur ne peut pas créer le passé. Ça fait que c'est juste quelque chose que tu peux écrire sur un bout de papier puis que ça fonctionne. Mais ça n'a aucune logique, ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est ce qu'elle dit. Elle dit tu ne peux pas changer. Ce qui est fait est fait. Tu peux pas le changer. Ouais, exactement. C'est le leitmotiv du film. Là. Ce qui est arrivé est arrivé. Il répète souvent. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est Nolan qui l'écrit sur un bout de papier, puis ça arrive comme ça, point c'est tout. Parce que ça n'a aucune logique possible. Mais, on va se le dire, au niveau par contre des effets spéciaux et du visuel, ça donne une des séquences d'action les plus satisfaisantes que j'ai vues depuis quelques années. Particulièrement quand on la voit, on la vit, puis qu'après, on la voit à l'inverse. Ça, c'est le payoff du film. Là. Il y en a deux. La bataille de la fin, c'est incroyable. Mais avant d'arriver à la bataille de la fin, c'est la première bataille, en quelque sorte, dans le couloir, dans l'aéroport où ce que l'affaire d'art. Parce que vu que c'est plus simpliste, c'est 1 à 1. Oui. Ça fait que les effets de où ce que tu vois les combats qui sont à l'endroite, puis où ce que le combat s'inverse à tout bout de champ, puis tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui se bat à l'endroite, puis l'autre se combat à l'envers. Là, tu fais comme c'est fucker tabarnak, parce qu'il y a des bouts, tu fais comme c'est bizarre, parce que le gars monte sur des murs de pas les bonnes façons, puis ça s'étrangle pas de la bonne façon. Puis c'est pas continu. C'est comme tu dis, c'est saccadé. Des fois, c'est à l'endroit, des fois, c'est à l'envers, dépendamment de qui a le dessus. Effectivement, puis comment les coups peuvent être bloqués, c'est que c'est sérieusement, quand t'as deux gars qu'il faut réussir à se battre comme ça, c'est... c'est spécial, là. Je voudrais même pas voir les planches de storyboard. à quoi ça doit ressembler, parce qu'il faut tous les mouvements de bras, tous les mouvements de corps doivent être calculés. Visuellement, là, c'est magnifique. Puis la bataille de la fin où, à un moment donné, il faut que tu suives. Là, puis ils mettent des couleurs de façon à ce que tu puisses... Oui, que ça soit simple. Parce qu'à un moment donné, tu es à l'endroit. OK, là, j'étais avec la team à l'endroit, fait que tout est à l'envers. Là, j'étais avec la team à l'envers, mais là, les à l'endroit sont à l'envers. Puis ça, c'est encore pire dans la bataille de la fin. Si les couleurs, tu ne vois pas, ça bouge trop vite, c'est là que ton ouïe est important parce que la musique s'inverse. Ouais. Quand tu suis les bleus, ça joue à l'envers. Puis ça, la bataille de la fin, je pense que c'est le bout qui a perdu plus de personnes. Moi, sérieusement, la stratégie qu'ils ont expliquée, j'ai fait, OK, ça a l'air à se tenir, mais quand tu voyais en réel qu'est-ce qui se passait, tu fais comme, je suis pas sûr de comprendre si leur plan fonctionnait vraiment parce que c'est... Ouais. Le bout de la tour, là. Ouais, qui font sauter le bas et le haut en même temps pour la détruire. Fais sauter le bas. Non, c'était pas le bon. Fais sauter le haut, finalement. Le haut, le bas se reconstruit. J'étais comme, oh shit! Là, ça va me prendre un bon joint, là, puis il faudra que je sois pété pour comprendre, parce que, wouh! Puis, tu sais, quand je vous disais au début, t'es un peu jeune pour te rendre hommage à toi-même. Tu sais, la séquence véhicule qui est complètement la même séquence que de Dark Knight. Là. Les plans de vue de haut des buildings, justement, qui sont là. Les plans de souvenirs avec la fille qui était sur le bateau, qui se voit plonger dans l'eau. Dans Inception, qui se rappelait sa femme, c'est exactement la même chose. Pareil, il y en a une tonne qui sont comme ça. Puis là, moi, ça me tombait ses nerfs parce que j'avais l'impression de voir image par image ce que j'avais déjà vu dans même pas les 10 dernières années. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça a la qualité de ses défauts. Tu sens que Nolan, puis c'est un grand artificier du cinéma, là, je veux dire, au niveau des effets spéciaux, du visuel, oui, ça fait penser à Dark Knight, puis ça fait penser à ce qu'il a fait auparavant, mais c'est fucking magnifique. Moi, ce qui me gosse, c'est qu'il est limité par les propres histoires qu'il écrit. Parce que les plans sont cool, mais ça raconte encore sensiblement la même chose. En fait, c'est ça le problème. Est-ce que son histoire est au service de ce qu'il voulait montrer visuellement ou son idée est plus importante que ce qu'il voulait montrer visuellement? On s'est posé la question en sortant du film, justement, par rapport au début, la première heure, la lourdeur des dialogues. Il y a un qui rencontre Michael King. Je suis bien content de la revoir, sauf que le 10 minutes de dialogue, au nom de name-dropping qu'il y a eu de personnages qu'on connaissait pas, là, hey, à un moment donné, Cheap Place, là, il a fallu en sortir du film que quelqu'un m'explique que c'était le nom du restaurant, parce que j'avais marqué le nom du restaurant. J'étais sûr que c'était quelqu'un, moi. J'ai allumé à la fin que le personnage avait pas de nom. Ouais, le protagoniste. Qui s'appelait le protagoniste. J'ai allumé à la fin. À la fin, je me suis dit, c'est vrai, Chris, ils n'ont jamais donné son nom. Il n'y a pas de nom. Puis c'est à l'image, d'après moi, c'est ce qu'il voulait faire aussi. Il donne même pas un nom. Fait qu'imagine à quel point c'était pas important de raconter l'histoire de ce personnage-là pour lui. C'est que l'algorithme, c'est laid et cheap, hein? C'est juste des morceaux emboîtés l'un dans l'autre. Comme, c'est ça, l'algorithme. Je suis comme... Okay. Ça fait un peu simpliste, là, finalement. C'est pour ça que je disais comme pas un bon James Bond, parce que tout le long, je me disais, tu sais, il est quand même brillant, Nolan. Puis là, j'étais là, ça peut pas être une simple histoire d'un gars fou qui veut détruire la Terre. Puis
Ouais, c'est rien que ça. Ben non, c'est parce que, encore une fois, là, c'est parce qu'ils ont traité sur un autre paradoxe, parce que dans le fond, le futur a été gâché par une catastrophe naturelle. On a vraiment trop gaspillé pour on a détruit le futur. Donc, le concept du monde du futur, c'est qu'ils ont envoyé de la technologie pour faire les toupies pour inverser, pour tuer la génération actuelle au grand complet, la wiper, et sauver le futur. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le paradoxe grand-père, c'est que si tu te retournes dans le passé et tu tues ton grand-père, est-ce que tu vas exister quand même? Ils vont effacer le passé. Puis... Mais toi, possiblement que tu vas exister encore, ton futur va exister encore, mais tu vas avoir créé un autre univers parallèle où ce que le futur va te sauver. C'est ça. Eux autres se voyaient déjà condamnés, fait qu'il n'y en avait pas de problème à détruire. C'est ce qu'ils disent à un moment donné dans le film. Genre, ils sont un peu comme des extrémistes dans le sens où ils n'ont plus rien à perdre. Ouais. Ils disent, mais qu'est-ce qui leur prouve qu'ils vont réussir? Ils le savent pas. Puis ils s'en sacrent comme dans l'an 40. Puis tu sais, ils payent ce gars-là qui est Kenneth Branagh depuis le début. Puis tu sais, là, il y a l'espèce de twist de phase terminale qui vient justifier que tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Là. Ça, ce bout-là... comme si dès que t'es malade et que ta mort est imminente, tu peux devenir un giga méchant. Le personnage extrémiste aussi qui est utilisé pour essayer de rendre le seul personnage féminin sympathique pour de quoi tu avoir de l'empathie envers ce personnage-là, c'est que Kenneth Branagh menace à tout boucher d'un coup de poing en face, mais il le fait vraiment jamais. Mm-hmm. La seule raison pourquoi tu t'attaches au personnage féminin-là, c'est que son mari la menace puis il dit « Je vais te crisser un coup de poing en face. » Sinon, puis je vais t'empêcher de voir ton enfant puis qu'elle l'aime donc cet enfant-là. Mais sinon, la personnalité de cette fille-là, elle n'existe pas. C'est juste « c'est une pauvre femme battue, donc je dois l'aimer. » Oui, c'est carrément ça. Mais... Puis le bout où j'ai perdu aussi, c'est quand il décide de remonter dans le temps. Là, ça devient fucké parce que là, on revit toute la narration à l'envers. Là. Puis tu sais, on dirait qu'il y a des règles qui sont oubliées. Je veux dire, quand il sort du tourniquet, il conduit à l'endroit à l'envers, puis il y a une friction, il y a un problème, puis on dirait que plus ça avance, plus ça... La façon que des chars fonctionnent sur l'autoroute, je suis pas convaincu que lui qui échauffe un char, puis il avance. Oui. Le char va en avant, mais il avance de reculons. Moi, là, ce bout-là, j'ai aimé ça parce qu'au début, là, tu vois qu'il y a un problème à être à l'envers. Mais plus le film avance, plus ça semble plus être un problème d'être à l'envers. Ça semble... Mais en même temps, c'est logique parce que, tu sais, ça arrive, mettons, dans des jeux vidéo, là, tu vas, je sais pas, être empoisonné puis tes contrôles sont inversés. Ben, tu te rends compte qu'après, genre, 10, 20, 30 secondes à jouer comme ça, ton cerveau, il s'habitue. Tu deviens que tu regagnes tes réflexes. Fait que je pense que c'est un peu normal qu'il l'ait traité comme ça. Genre, lui, c'est déstabilisant au début, mais à un moment donné, quand c'est ça ta nouvelle réalité, ton corps s'adapte. L'autre affaire que Nolan a pris, puis a genre froissé puis jeté dans la poubelle, il le mentionne, mais il l'exploite pas, c'est ce que j'appelle le concept Back to the Future. C'est-à-dire que là, ils sont combien de doubles en même temps? Parce que ça, genre, il faut pas que tu croises ton toi-même, mais qu'est-ce qui arrive si t'en renvoies un autre? Tu sais, quand est-ce que la fille rejoint le moment où elle part, puis sont-ils toujours deux? Tu sais, ça, là, on dirait qu'il a comme pas voulu... Il a fait... Je sais que ça existe, mais... Je pense que techniquement, c'est toujours deux, parce que, tu sais, c'est une boucle. Fait que dans le fond, quand tu recules, toi, tu vas te croiser, parce que t'es comme... Tu sais, t'es de A à B, là, t'es reparti de B, puis tu retournes vers A. Fait que tu vas te croiser de A à B, puis B vers A va se croiser, mais ça reste deux. Ils disent un peu, tu sais, genre, faut pas que tu te croises. Parce que là, de ce que je comprends, c'est que le protagoniste est là en double tout le long du film. Parce que c'est lui qui se donne la mission. C'est lui qui est le chef. Oui. Fait qu'il est en double tout le long du film. Sauf qu'il y a une version de lui-même qui est ailleurs, qui est probablement plus tard. Mais ça, c'est encore une fois, c'est qu'à la fin du film, le problème est supposé d'être semi-réglé, mais tu sais que lui, dans 10-15 ans, il va falloir qu'il reparte sa mission-là. Mais pourquoi rendu avec là? Robert Pattinson. Exactement, parce que, tu sais, le film finit, puis ça, mais dans le fond, là, encore une fois, on voit le problème du futur qu'a créé le passé, c'est que pourquoi dans 20 ans, il va falloir qu'il reparte sa mission-là 20 ans dans le passé? Ah non, c'est... Pour qu'elle arrive. Pour qu'elle arrive. Puis, sans compter aussi, les tabarnaks de toupies, au nombre qu'il y avait, viens donc me faire chier que personne n'était au courant que ça existait. Il y en a 2000. Il y a 2000 hosties de toupies, puis personne ne sait que le voyage dans le temps existe. Les gens de tourniquet? Ben oui, il y en a 2000. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'ils en ont besoin d'un, il y en a une. Il y en a un là. Puis ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe aussi. C'est un truc qui m'a dérangé. J'oublie le nom de cet acteur-là, qui arrive comme au milieu du film, puis qui est avec l'organisation. Ouais, c'est ça. Puis, genre, on dirait que... Genre, tout le monde accepte vraiment vite que, OK, c'est vrai, on t'expliquait au début que tu travailles pour Tenet. Ben là, genre, c'est nous autres Tenet. Puis là, Robert Pattinson est là. Puis, ouais, ça, c'est mon ami Joe. Puis lui, il contrôle la mission. Il s'appelle Yves. Ouais, Yves. Puis,
c'est comme, OK. Fait que l'organisation était avec nous autres tout ce temps-là, oui. Puis là, tu sais, ils se tapent dans les mains. Ben là, on sauve la fille. Ouais, mais tu peux pas. Pourquoi? Parce que, genre, c'est d'autres règles. Ouais, mais si on vire de bord puis on en retourne au moment où elle s'est fait tirer, ben, ça pourrait marcher. OK, on fait ça. Hey, je veux dire, ça a de l'air sérieux en Christ, cette organisation-là, pour que, genre, le nouveau gars qui vient de rentrer, on se présente en plein milieu de la mission. C'est sûr là, que c'est lui. J'aurais le goût d'essayer toutes les choses qu'on m'a dit de pas faire. On va le faire pour sauver cette fille-là qui est comme, tu sais, pourquoi il veut la sauver tant que ça? Excuse-moi, moi, ce que je vois là, c'est un militaire carriériste. Même si c'est pas encore son général, il sait que dans 20 ans, ça va l'être, puis il veut pas perdre sa job parce que ça se peut que ce gars-là, il ait une bonne mémoire. Fait comme si j'ai dit non, il va me crisser dehors dans 20 ans. Laisse-le faire ce qu'il veut, ça va être mon boss. Ça va être mon boss plus tard. Et je termine sur la chose que Jean-Nic m'a dit en plein milieu du film. Y a-t-il encore du monde qui doute que Pattinson peut faire un bon Bruce Wayne Batman? Oh, shit. Hein. Je sais pas, j'ai vu le film en français, ça fait que j'ai trouvé tous les acteurs mauvais. Oh, arrête là, enlève ça. Je suis pas capable d'écouter un film français, je suis pas capable. Je comprends, mais t'es capable de voir quand même la gestuelle, le body, la façon... Il y a que la manière qu'il se promène, le moi qui porte son espèce de cravate mis à moitié. Il est tout le temps habillé croche, mais quand il faut qu'il ait de l'air swell puis chic, il est capable. Moi, je le regardais aller, j'étais là, oh my God. C'est Bruce Wayne. Tu peux y mettre la franchise sur ses épaules, man, il va tenir ça, ce gars. Ah non, moi, il m'a convaincu. Je l'avais pas vu encore dans un rôle plus d'action, plus de, tu sais, avec sa nouvelle shape, là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, Pattinson, puis j'ai fait comme, oh, OK, non. En fait, je l'avais jamais vu. T'as jamais écouté Twilight? Non. Il joue aussi, si vous voulez voir son meilleur rôle, si vous avez entendu parler d'Uncut Gem, le film qui est sorti sur Netflix là, avec Adam Sandler, qui est, ces gars-là, avant de sortir un Hidden Gem, ont sorti Uncut Gem. Faut que je retrouve le nom du film. C'est pas Lighthouse qui est bon? Non, Lighthouse, c'est incroyable aussi. Là. C'est une grosse performance d'acteur, mais les frères Safdie, allez voir le film qu'ils ont fait avant que Jim, c'est Robert Pattinson qui a le rôle principal, puis il joue une espèce de dealer de dope là-dedans. Incroyable. Qui essaye de sortir son frère là, pour un méfait qu'ils ont commis ensemble. Ça va vous convaincre que ce gars-là, c'est probablement un des plus grands acteurs de notre génération. Là. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié son travail dans Tenet. Là, puis, tous les acteurs sont géniaux. Ouais, vraiment. Ben, là, Michael Caine n'est pas là longtemps, là, mais... Ouais, les 8 secondes, lui, là. Mais il introduit une des scènes d'action. Moi, c'est une des plus cool. Là, le fight dans la cuisine, on n'a pas parlé. Là. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça fucking efficace. Oui, c'est efficace. Bref, on vous encourage à y aller parce que c'est le test pour le cinéma. Ça mérite d'être vu. Là. Mais effectivement, ça mérite d'être vu. Puis, bien qu'au cinéma, nous autres, on l'a vu sur une petite salle avec un petit écran. C'est un grand écran, ça doit aider. Parce que, comme on dit, c'est une expérience autant visuelle que sonore. C'est que si tu écoutes ça, mettons, sur ton écran d'ordinateur avec tes speakers d'ordinateur, tu vas manquer quelque chose. Tu le manques. C'est vraiment c'est le meilleur film pour relancer le cinéma et le pire à la fois. C'est le meilleur parce qu'il exploite absolument tout ce qui est unique à une salle de cinéma. Et c'est le pire parce que c'est pas mainstream. Mais on voit quand même que le film a rapatrié le monde en salle parce qu'au niveau des prédictions internationales, on parlait d'un 25 millions, il a sauté 50 millions. Il a quand même fait plus du double de ce qu'il pensait. Sauf que 50 millions, on va s'entendre, c'est un film, il faut qu'il en fasse au-dessus de 500 millions pour tomber break-even. Il n'y a pas de compétition, là, mais il faut qu'il y ait des gens. Vu qu'il sort rien que la semaine prochaine aux États-Unis, ils n'ont pas voulu sortir le box-office nord-américain tout de suite. OK. On va être ajouté. Effectivement, vous autres, on va t'ajouter, mais ils vont attendre. Puis, tu sais, surtout, il ne faut jamais oublier que le film, même si on dit ça, que c'est des chiffres, c'est qu'on était sur un long week-end. Puis, c'est pas si impressionnant que ça. Si on prend par comparaison, New Mutant, ils ont sorti les chiffres en Amérique du Nord, on parle de 8 millions. Bill & Ted, vu qu'il était très limité, il a fait 1 million. Ouais, 50, on verra. Ben, ça, dans c'est le problème. Dans les circonstances, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Parce que moi, c'est la question qu'on parle des legs. Est-ce que ce film-là, pendant 18 semaines, va être populaire? Moi, j'ai l'impression que dans 3 semaines, ça... Ben, moi, c'est le move. Il va être encore numéro 1 parce qu'il n'y aura rien d'autre. Mais attends un peu, là, c'est le move qui a été fait. Il y a des gens qui ont accès à ces chiffres-là avant nous autres. Là. Quelques jours après que Tenet ait ouvert dans les différentes salles, Kingsman a été retardé. Oui, il a été repoussé l'année prochaine. Tout de suite après. Ouais. Et c'est pas un hasard, là. Ils n'ont pas fait ça, ils l'ont fait, je pense, 3 ou 4 jours après que Tenet soit sorti. DC n'a pas fait de move pour son Wonder Woman non plus. Puis ils se sont probablement dit, si lui fait juste 50 millions, on fera pas... on fera pas le milliard. On fera pas ce qu'on veut, là. Fait que ils l'ont repoussé. Mais c'est ça, puis surtout que, je vous le dis, là, dans même pas un mois, là, ce film-là fera presque plus rien. Là. Hey, on y va avec les poisons. Avant de tomber dans les poisons, je vous laisse avec une question. On n'est pas obligé d'en discuter, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a une revue française qui a posé la question, est-ce que Christopher Nolan est le Kubrick de notre génération? Puis là, au début, ça m'a comme irrité. J'aime beaucoup Kubrick. J'adore Nolan. Mais tu sais, j'aime pas mal plus Kubrick que Nolan, mais tu y réfléchiras. Non. Puis je vais te donner la réponse tout de suite. Pourquoi non? Pourquoi? Parce que Kubrick a touché à plein de genres puis il n'était pas obsédé par une seule idée. Hey, c'est ce que j'allais dire exactement. Nolan a fait du crime.
du film de super-héros, du drame d'époque, du film de science-fiction. Plus tu y penses, là, plus tu te rends compte, tu sais, il serait dû, mettons, pour un film d'horreur, mais tu sais, il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé encore. Il n'a jamais fait un classique dans chacun des genres que tu m'as nommés là. Les classiques, les classiques, on les... Dunkirk, ça sera jamais un des meilleurs films d'histoire. Là. On va laisser l'histoire le juger. Mais par contre, il y a des parallèles intéressants à dresser entre les deux. Peut-être des parallèles, sauf qu'il n'aura jamais fait un film qui va marquer une époque, une idée sociale, quelque chose. Là. La plupart des films de Kubrick ont été détestés par le public et par la critique à leur sortie. C'est beaucoup plus tard, habituellement, qu'on a reconnu. Kubrick a quand même, dans le top 5 ou 10 de chacun des genres, un film présent. Tu sais, il a touché tous les genres. Et Nolan n'a pas terminé. Et il est devenu un classique dans presque... Oui, je comprends, mais il est devenu un classique dans presque tous les genres qu'il a touché. Oui, ce qui est quand même assez phénoménal. Mais ça a été boudé à la fois par le public et la critique à leur sortie. Ils ont été reconnus plus tard. Puis c'est des œuvres... Et puis Kubrick, c'était à la fois un grand technicien puis un intellectuel. Puis les gens se chicanaient tout le temps. Ah, c'est hot ce qu'il fait, mais il pousse pas ses idées au bout. Ou c'est rien que des films d'idées. Nolan n'a jamais envoyé personne sur la Lune. Ouais, effectivement. Kubrick l'a fait, lui. Ouais. Écoutez, Interstellar essayait de nous dire que c'est ça qui est arrivé. C'était l'amour. C'était l'amour qui nous a ramenés dans l'espace puis dans la réalité quantique. Ouais, et Nolan n'a jamais filmé un viol sur la musique de Beethoven non plus. Pas encore. Il n'a pas terminé. Puis il n'a pas eu sa grosse baleine. Mais tu sais, moi je dirais il est un film d'horreur de faire que la discussion peut être vraiment, vraiment intéressante. Un film d'horreur. Oui, un film d'horreur dans lequel il y aura un espace dans l'espace avec le temps. Puis là, il va y avoir des scènes au ralenti. Puis l'important, c'est que tu aimes quelqu'un pour le retrouver quelque part. Exact. OK, poison. Tournée des poisons. Jean-Nic, vu que tu t'es humilié dans le dernier segment, je vais te laisser commencer pour te remonter. M'humilier? Au contraire. Moi, je pense que j'ai mené un beau combat d'escrime, puis ça va me faire plaisir d'en rediscuter dans le futur. C'est juste là qu'on avait des boucliers, c'est que son combat d'escrime, ça... Une escrime, ça passe à côté du bouclier et ça t'arrache l'œil. OK, vas-y avec ton poison, là. En fait, ça va être un réel poison. Je vais vous parler de la nouvelle série Netflix High Score qui est sortie la semaine dernière. Une série qui nous parle des jeux vidéo classiques. Je veux vous en parler. Ça a l'air vraiment bon, hein, mais c'est beaucoup d'épisodes par contre. Hein? Non, c'est relativement court. C'est 6 épisodes, 40 minutes chaque. Fait qu'on est dans le classique. Puis tu sais, je veux dire, ils en ont beaucoup à couvrir. Ce qui est cool, c'est que visuellement, le paquet a été mis. C'est intéressant l'approche qu'ils prennent. Le premier épisode, c'est vraiment la naissance des jeux vidéo de salon, Space Invader, comment c'est arrivé dans les arcades, qu'est-ce qui a mené au crash un peu du jeu vidéo. Deuxième épisode, on suit un ancien champion du Nintendo World Tour et un gars qui a travaillé comme... Tu sais, les hotlines que tu appelais quand tu avais besoin d'un coup de main au Nintendo. Oui, avec Nintendo Powers et autres. Exact, puis qui a mené à la naissance de Nintendo Power. Troisième épisode, on est autour de Donjon Dragon. C'est intéressant. Le gros problème de la série, c'est qu'il y a beaucoup de, on va dire, pas du créationnisme, du révisionnisme historique. Moi, je suis un grand passionné d'histoire de jeux vidéo, puis il y a un historien de jeux vidéo français qui s'appelle Antoine-Claire Renaud qui écrit un article sur la série, et vous irez lire, c'est très intéressant parce que la série a décidé de faire abstraction de certains éléments, puis on ne sait pas vraiment pourquoi. Tu sais, à un moment donné, ils parlent de l'Atari, puis ils disent que c'est la première console de salon avec des cartouches, et c'est pas vrai. Il y avait la Magnavox Odyssey qui était sortie avant. Tu sais, c'est des petits détails, mais quand tu écoutes une série qui veut te raconter l'histoire, puis qu'il y a ce genre d'éléments-là qui sont mis de l'avant, moi, ça vient me chercher, ça me gratte un peu. Je ne suis pas pour l'histoire, mais je veux dire, quand tu décides de raconter quelque chose, il y a une volonté, puis je trouve ça plate qui ait décidé d'y aller comme ça. C'est intéressant l'approche qu'ils prennent, c'est le fun, la série est très belle. Pour les nostalgiques, là, vous allez triper. Si vous vous rappelez de votre Nintendo, de votre Super Nintendo, c'est super intéressant, mais il y a ce petit côté-là. Gardez en tête que, historiquement parlant, puis factuellement parlant, la série n'est pas correcte. Alan, ton poison? Moi, c'est un poison. C'est une nouvelle série que j'ai déjà commencé. Présentement, il y a seulement que 3 épisodes sur 10 qui sont sortis. C'est une série HBO qu'on peut retrouver sur Crave ici, à super écran. Ça s'appelle Lovecraft Country, qui est basé sur un roman de Matt Ruff. Honnêtement, juste le fait parce que c'était du Lovecraft, je m'intéressais à ça. Donc, c'est une histoire qui se passe dans les années 50 aux États-Unis. Tu suis un noir qui fait un guide touristique de la communauté noire. Donc, les endroits que tu peux aller visiter sans manger un coup de balle en arrière de la tête. Tu sais, je suppose que c'est vrai que ça existait parce que des années 50, ça ressemblait beaucoup à ça. Juste un peu avant les droits civiques. Ouais, exactement. Donc,
tu suis une gang qui est là parce qu'il y a un gars qui a appris que son père est disparu, puis il lâche l'armée pour aller essayer de retrouver son père. C'est qu'il va retrouver le gars, puis il décide de faire un voyage pour essayer de retrouver son père qui serait disparu dans Arkham, mais finalement, il se rend compte que c'est Arkham. Au début, tu commences sur le premier épisode, sur la première heure, c'est les premières 45 minutes, c'est très ça. Donc, c'est les Noirs des années 50, ils voyagent à des places, peu importe ce qu'ils vont, il y a toujours quelqu'un qui a un gun qui essaie de les tirer. C'est que toi, tu fais comme, est-ce qu'on va travailler encore sur une série sur le racisme, tout. Jusqu'au temps que tu arrives à la fin du premier épisode et que ça part où ce que tu t'en entendais pas. Oui, ça s'appelle Lovecraft, mais est-ce que tu pensais que ça allait là-dessus? Il y a des monstres qui apparaissent de partout. Le monstre se font pourchasser par ça. Tu te rends compte que le personnage principal, possiblement des pouvoirs ou des liens, pour qu'il se ramasse dans un manoir de nazis qui font des rituels magiques, puis que lui, le personnage, a des liens dans ça. Donc, c'est une histoire de magicien, de démons et de grand n'importe quoi. Et un petit peu de côté religieux c'est aussi. C'est où, tu m'as dit ça? Sur HBO. Okay. Mais est-ce qu'historiquement, ça fonctionne? Je me rappelle pas de ça, moi, quand les monstres nous aient envahis. Si tu lis du Lovecraft, tu vas voir que tous les liens sont là. Parce que ça part aussi sur le fait que Lovecraft avait déjà écrit une histoire sur les Noirs, tout, c'est parce que c'était possiblement comme beaucoup de personnes de l'époque. Ben, tu sais, Lovecraft, en plus, il n'osait même pas sortir de chez eux, qui était un petit peu raciste aussi. Mm-hmm. Donc, ça part de ça. La prémisse est super intéressante. Honnêtement, tu écoutes ça part d'un bord puis de l'autre, puis c'est incroyable. C'est tellement ça s'écoute bien même pour quelqu'un qui est très amateur en Lovecraft. T'as même pas besoin de connaître de Lovecraft, t'as même pas besoin. Et si je ne m'abuse, la série, le gros nom derrière, c'est Jordan Peele. Il est producteur. Il est producteur en arrière, il est traité ça. Oui. Sauf que ce qui est le fun, c'est que c'est un roman qui a l'air à faire à peu près 300 pages. Possiblement que la série de 10 épisodes, ça va être à peu près comme du Watchmen, ça va être une série qui va se compléter dans leurs 10 épisodes. Et honnêtement, là, à la fin du deuxième épisode, j'avais l'impression que la série était finie. Là. Juste pour dire à quel point tu sais pas ce que ça s'en va, mais honnêtement, c'est super beau. C'est tellement fucké, là. C'est vraiment fucking awesome. Écoutez. Et je termine avec le mien très rapidement. On m'avait conseillé, en fait, Jean-Nic, tu m'avais conseillé Batman Ego. Oui. Qui a été la suggestion, finalement, de Matt Reeves, là, à la question quelle bande dessinée t'a le plus inspiré pour ton film de Batman? Puis tu sais, ça, c'est une question classique en passant. Puis généralement, les réalisateurs répondent toujours la même chose. Batman Year One, Dark Knight Returns. Ouais. Long Halloween. Nolan avait dit que c'était Long Halloween puis le Batman de Dennis O'Neil. C'est ça. Ça ressemble toujours à ces Il avait été chercher plein de références quand même de Year One de Frank Miller. Les bottes qui collent des chauves-souris, compagnie. C'est ça. Puis même l'image de lui qui descend dans l'asile, c'est carrément la même chose dans Batman Year One. Tu voyais les influences étaient là, tandis que dans son The Dark Knight, il y a beaucoup de Long Halloween. La montée d'Harvey Dent, c'est presque identique à The Long Halloween. Dark Knight Returns, Burton en a parlé beaucoup. Je pensais que tu avais en 89. En fait, c'est Dark Knight Returns qui a donné le goût à Burton de faire Batman carrément. Les clins d'œil sont peut-être un peu moins là, mais c'est ça qui l'avait motivé. Alors, quand on a posé la question à Matt Reeves, j'étais convaincu qu'il allait sortir un des trois. Puis, tu sais, ça fait des années que je les ai lus, là, puis je les ai relus, puis à un moment donné, tu t'écartes. Et non, il est arrivé avec le champ à gauche, toi. Une histoire que je connaissais même pas. De Darwin Cook, Batman Ego. Et ils ont fait un superbe volume qui, d'ailleurs, est sold out à cause de Matt Reeves. Ils ont fait un superbe volume dans lequel il y a, Batman Ego, qui est une petite histoire, hein, c'est pas très long. Mais on a jumelé à ça Selina's Big Score, qui était l'introduction à la run de Ed Brubaker et de Darwin Cook. Et il y a quelques histoires de Batman Black and White, puis il y a 3-4 autres affaires aussi, là. Donc, on en a fait vraiment un volume de luxe et il est superbe dans le format de Superman Unchained, là. Donc, dans un format plus d'omnibus, là. Et l'art de Cook brille par ce format-là. C'est incroyable. J'ai adoré ça. En fait, je peux pas croire que j'avais jamais lu ça. C'est vraiment une histoire fondamentale de Batman. Là. Je peux pas croire que j'avais jamais lu ça. C'est génial. Ça m'a fait beaucoup penser à l'épisode, même si c'est pas très lié, mais à l'épisode Perchance to Dream de Batman Animated. Là. Quand Batman se réveille, puis c'est plus lui Batman. Oui. Puis il se confronte lui-même. Et la performance de Kevin Conroy dans cet épisode-là est incroyable. Parce qu'il se reconvainc que c'est lui qui est la nuit, qui est la vengeance et compagnie. Ouais. Exact. Puis il se côtoient dans le clocher d'une église. Là, puis ils sont tous les deux, un en face de l'autre. Puis c'était le Scarecrow qui avait fait ça dans l'épisode. Mais ça m'a beaucoup fait penser à cet épisode-là. Même dans Ego, à un moment donné, il se demande si c'est pas le Scarecrow qui est à l'origine de son délire. Puis honnêtement, si vraiment il s'est basé là-dessus pour faire son film, on a quelque chose d'intéressant, là.
qui n'a pas été soulevé dans la bande-annonce qu'on a vue, mais pas du tout. Là. Non, mais tu sais, lui, Reeve a dit qu'il voulait faire un Batman qui cherche, qui est encore en début de carrière, pas après l'entraînement, mais tu sais, qui se pose encore les questions. Je suis-tu Batman, je suis-tu Bruce Wayne? Comment fonctionne l'alter ego? Qui est l'alter ego de qui? Puis est-ce que la vengeance fait prendre toute la place? Puis c'est ça. Et je rechercher à se définir. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Bref, si vous n'avez pas encore ça, vous êtes un fan de Batman comme moi, je peux pas croire qu'il me manquait ce classique-là. Puis, tu sais, Darwyn Cooke. C'est Amanda Conner qui fait l'introduction. Puis elle le louange en disant, tu sais, tous ceux qui avaient un style cartoonish, on se faisait sacré dehors de DC quand on arrivait avec nos portfolios. On se faisait dire que c'était de l'animated, qu'on était juste bon pour l'animated, puis qu'il n'y avait rien de ça qui pouvait percer dans les lignes régulières de DC. Puis c'est véritablement Darwyn Cooke qui a défoncé la porte à coups de pied. Là. Ouais. Pas juste par son art, mais par son écriture qui a fait en sorte qu'on lui a donné du stock. Puis Amanda Conner raconte, écoute, quand j'ai vu ma première BD de Darwyn Cooke, j'ai sacré. Là, dans genre... Il y a un style comme le mien, il est là, puis il a réussi. Puis c'est comme ça qu'elle a réussi à rentrer, puis qu'elle a fait des runs avec son mari, Jimmy Palmiotti, sur Harley Quinn. Donc c'est vraiment intéressant. Il est décédé quand même jeune. Oui, ça fait pas si longtemps, 2016. Ouais. Il est décédé en 2016, donc voilà pour ce qui est de Batman Ego. Hey, nous autres, on se revoit vraiment juste dans 2 semaines. Ouais, il faut avoir le temps de dire de quoi, là, puis lâcher la TV un peu, parce que là... Mais en plus, j'ai tellement écouté de films puis tout, j'ai tellement été que j'ai même pas eu le temps de commencer Cobra Kai encore. Là. C'est vrai, c'est sorti sur Netflix. Oh oui, allez écouter ça. Oui, saison 1 et 2 et la 3 s'en vient bientôt. Donc, c'est à écouter sur Netflix. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bye bye.